Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Rachel. Salut Rachel, comment ça va? J'ai trop la pêche, Martin. Mais tu sais pourquoi? Pour des raisons personnelles, sachez, c'est vrai, je t'en ai même pas parlé ce matin. Oui. Des bonnes raisons personnelles, c'est cool. Je suis super heureuse. Ah, Donc, il faut des bonnes nouvelles comme ça dans la vie. Et on ne le dira pas. Et oui, voilà. Non, mais c'est des nouvelles personnelles de suite de changement de vie qui se passe bien. Donc c'est plutôt des bonnes choses. On se retrouve ce matin pour reprendre une semaine de matinale. On n'a pas fait de live hier, j'étais encore un peu malade, épuisé aussi de ce qu'on a fait en fin de semaine dernière, puisqu'on a enchaîné les événements. On vous en parle ce matin, on aurait dû en parler, hier avec Aline. Je m'en excuse encore auprès d'Aline parce qu'elle est là sur le chat. J'aurais bien aimé faire cette émission débrief beaucoup plus longue en prenant le temps avec vous, mais vraiment, j'étais pas dans une très très grande forme en revenant de Ludiverse, l'événement auquel on a assisté. Alors pour l'anecdote, on dit ça avec le sourire parce que ça n'a aucune importance. Hein. C'est des petites maladies qui n'ont pas d'incidence sur la vie. Bah oui, c'est ça. Quand on se mouche et qu'on tousse, c'est pas très très agréable. Pour l'anecdote, c'est moi qui t'avais filé une petite maladie juste avant Essonne et là c'est l'inverse, ce qui fait qu'on est malade à chaque festival qu'on fait ensemble. Oui. C'est pénible quand même. On a envie de passer des chouettes festivals où on a de l'énergie, où on court dans les allées. Après moi j'ai de l'énergie, c'est juste je tousse et je me mouche. Je suis incontinente du nez, j'ai volé des mouchoirs à tout le monde ce week-end. Ouais, ça dure un peu quand même. Lui il a volé dans les toilettes. Non. Moi je dis ça, je dis rien. Pas du tout. Si. J'ai pas été une fois aux toilettes, alors ça m'étonnerait. Ah non. Où c'est que t'avais ce long rouleau de PQ? En fait, c'est pas un rouleau de PQ, c'est les essuie-tout. C'était à côté du stand où il y avait du café à l'étage. Je sais pas si t'as vu, tu montes les escaliers et juste à l'étage de Ludiverse, il y avait un stand où ils servaient du café et à côté du café, parce que les gens se servent comme des dégueulasses, il y avait un gros rouleau d'essuie-tout. Et moi de temps en temps j'arrivais et je déroulais le rouleau et je repartais avec. Bon, c'est pas du rouleau de PQ. J'ai l'impression d'être un voleur de trucs, mais bah oui, parce que forcément on n'était pas équipés, on n'avait pas les mouchoirs, on n'avait pas ce qu'il fallait. Ah là là. On vous en parle un petit peu quand même de ces deux événements. On a fait la journée Hachette. Alors là, tu n'y étais pas, Rachel. C'était jeudi soir. J'étais parti un petit peu plus tôt pour pouvoir voir. Alors, je suis pas sûr qu'on en avait absolument besoin dans la mesure où la plupart des éditeurs nous ont déjà présenté les jeux, mais pas tous. Donc j'ai fait un petit tour là-bas. J'ai découvert notamment quelques jeux supplémentaires qu'on aura l'occasion de vous représenter au moment de leur sortie. Et Renaud, c'est pas du tout l'auteur de Bella Vista, mais Bella Vista a été présenté sur. Ça se passait dans les locaux d'Hachette. C'est la deuxième fois que j'avais la chance de pouvoir participer à cet événement et de pouvoir découvrir et discuter aussi avec les différents acteurs des jeux présentés sur place. Et on découvre pas mal de petits jeux. Est-ce qu'on avait joué à celui-ci? Non, mais j'ai envie d'y jouer moi. Ouais. Alors Dreams, c'est un petit jeu semi-coopératif. J'aime bien cet esprit-là, tu sais, le côté c'est coop, mais pas forcément. Est-ce que le traître y est forcément? Alors non, le principe de ce jeu, c'est que, est-ce que tu vois Bandido comme jeu, jeu dans lequel on va faire un chemin, on va essayer de le fermer pour que le petit bandit ne sorte pas de sa prison. C'est un peu cet esprit-là. On va essayer de fermer des chemins autour, on voit pardon, je n'ai pas filmé très proche, mais autour de la tuile centrale qui est posée là sur la table, les joueurs ont des petites tuiles et vont essayer de fermer la zone. Donc ça, c'est un système de jeu très proche de Bandido. On joue chacun à son tour, sauf qu'on a plusieurs tuiles en main, et puis on va essayer de bien coopérer pour fermer. Sauf que de temps en temps, à chaque fois, on a le choix entre deux tuiles, et on va en garder une devant nous. Et de temps en temps, sur certaines tuiles, il y a des petits symboles des petits symboles, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais en tout cas, si on garde des tuiles avec ces symboles-là devant soi, on passe traître. Et dans ce cas-là, notre but, c'est qu'on ne ferme pas la zone. Donc, à chaque fois, tu vois deux tuiles, tu dis, il y en a une, il y a un symbole, il y en a une, il n'y en a pas, qu'est-ce que je fais? Allez, je joue le symbole au centre de la table, tout le monde voit que je joue le symbole, j'ai pas gardé le truc traître, j'essaie de dire que je ne serai pas jamais traître, puis moi, dans mon tour, à un tour, j'avais les deux symboles, donc j'étais obligé de passer traître. Et je l'ai gardé devant moi, et dans ce cas, alors non, tu n'étais pas obligé d'ailleurs de passer traître, je dis des bêtises. Dans ce cas-là, uniquement, tu peux poser les deux sur la table. Donc, tu n'es jamais obligé à 100%, mais moi, j'ai choisi plutôt de devenir un traître pendant cette partie. Je fais un peu du parajeu comme d'habitude, c'est-à-dire que je me suis dit, il y a quelqu'un qui nous explique le jeu, cette personne va, souvent les joueurs n'osent pas être traître, tu sais. Elle va forcément être traître, je ne vais pas la laisser toute seule. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, c'était pas du tout, je dis pas ça pour être prétentieux, mais c'est souvent ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé là, ça nous a permis d'être deux à essayer de faire perdre les autres. Alors il y a tout un système, je ne vais pas m'attarder dessus, pour que le jeu fonctionne. On aura l'occasion d'y rejouer, j'en ai fait qu'une partie, donc c'est un petit peu tôt. Moi je ne suis pas très coopératif à la base, là tu sens que c'est un jeu expérience.
Oui. C'est vraiment pour voir aussi comment les joueurs se comportent autour de la table. Ça va essayer de générer des situations et c'est donc un jeu qui nécessite d'y jouer un certain nombre de fois avec pas mal de public pour voir si cette expérience elle prend de la même façon. Je saurais pas vous le dire là. Sur cette partie-là, c'était plutôt rigolo, ça a bien marché. Et est-ce que tu peux accuser les gens d'être un traître et que ça a une répercussion? Ouais, c'est pour ça que je t'ai pas tout expliqué, mais à la fin du jeu, quand on a fini ou raté, toutes les tuiles qu'on a posées devant nous vont servir à compléter éventuellement le puzzle qu'on a fait, le puzzle commun. Éventuellement, mais il y a une phase dans laquelle on accuse les autres en disant non, toi je pense que c'était un traître, d'ailleurs je le prouve, et tu retournes une tuile au hasard dans son paquet, elle sera retirée du jeu, et si jamais tu as prouvé que c'était bien un traître, tu es tombé sur la bonne tuile, alors ces tuiles vont servir également. Sinon, c'est pas le cas pour les tuiles des traîtres. Bon, ça, c'est normal que vous n'ayez rien compris à ce que je viens de dire là, mais il y a un système, une phase d'accusation quand même. Surtout à la fin. En voyant une chaise. Ouais, désolé, hein. J'ai très mal filmé. On continue à regarder un petit peu ce que j'ai tourné là sur. Je me suis juste baladé entre les différentes tables. Coucou Marie. Pardon de montrer les influenceurs, enfin je pense que. Je sais pas si les gens signent un papier comme quoi ils sont d'accord pour être filmés. Là, c'était le jeu de Johan Levé et Céline Levé. Ils sont deux auteurs sur ce jeu-là. Et d'ailleurs, je faisais la réflexion à Céline, mais t'as déjà signé d'autres jeux, pourquoi tu dis que c'est ton premier? Elle m'a dit non, mais les autres, c'est des jeux de déduction. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même démarche intellectuelle. Là, c'était vraiment un jeu dont je suis l'autrice également. Elle était toute fière de le présenter. D'ailleurs, bravo à elle, parce qu'elle a passé la soirée à l'expliquer, alors que Johan a passé beaucoup plus de temps à discuter avec les différents acteurs. Et c'était vraiment très agréable de voir son investissement. Alors, investissement à tous les deux, évidemment, mais son investissement plus particulièrement, parce que ça me touche de moi de voir une copine qui sort un jeu. C'est super chouette. Ça et moi, il me tarde plaisir. que, quand j'avais joué avec Johan et Céline, il me tarde que vous voyez la musique qu'a choisi Johan pour ce jeu et la chorégraphie. Je vous en dis pas plus. On en déjà des blagues, les fameuses blagues de Rachel qu'on comprend pas toujours à l'avance, mais qu'il faudra attendre un peu pour découvrir. Ça s'appelle Sunfield Farm. C'est un jeu de gestion de ressources très malin, avec un système de prise de ressources qui est vraiment astucieux, hyper simple à expliquer. Donc on rentre dans une catégorie de jeu qui est assez moderne sur ce plan-là. Gestion de ressources, remplir des objectifs, on est dans une catégorie qu'on connaît bien dans le jeu. Ça ne va pas vous ébouriffer en termes de surprise. Tu sais, quand tu découvres, tu expliques, tu dis ah oui, on est dans cette catégorie. Donc on a tous des références là-dessus. Mais moi, je dois dire que c'est tout à fait mon type de jeu. C'est vraiment un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Parce que tu vois, par exemple, si je compare au précédent énorme succès de Johan, God 5 et puis D1, qui sont des jeux plus surprenants, plus étonnants mécaniquement, avec des choses qui s'installent aussi dans des catégories pour les boutiques, c'est très important, des catégories où il n'y a pas forcément grand chose. Moi c'est celui-là mon type de jeu, c'est-à-dire que God 5 et D1 j'y joue moins, quoique D1 j'ai envie de rejouer là parce qu'il est dispo sur BGA, j'ai toujours pas commencé à y rejouer sur BGA. Moi le souvenir que j'en ai, c'est que ça avait réussi à faire à la gestion de ressources quand on allait chercher les plaisirs coupables dans les applications de je plante ici, au fur et à mesure tu es de plus en plus efficace, je récolte ici, ça avait réussi cet effet application de jeu de ferme. Ouais, et puis alors c'est tout mignon, hein, le décor, ce petit côté petite ferme, ça s'appelait comment, micro-farming au départ ? Micro-farming, c'est ça. Seul regret que j'ai, c'est que je préfère ce titre-là. Alors là, c'est le genre de commentaire qu'on n'aime pas chez les influenceurs. Quand ils arrivent, ils s'installent sur leur siège et ils se disent moi, j'aime pas le titre, je préfère celui-là, c'est celui que j'aime bien. C'est un peu crétin parce qu'il y a évidemment des choix et des raisons que je ne connais pas nécessairement. Mais je lui souhaite longue vie à ce jeu parce que là, c'est pour moi. C'est un jeu pour moi. On continue avec 11 heures. Voilà. Désolé, je réponds au message pour vous faire peut-être des surprises aux gens vendredi. Ici c'est Leda, tout simplement. Donc j'ai eu l'occasion de rejouer à Leda, un jeu assez simple dans l'explication finalement, même s'il y a beaucoup de peuples asymétriques. On ne joue jamais avec les mêmes. Il y en a 6 de mémoire et il y a déjà les emplacements dans la boîte pour en mettre d'autres. Et 6 c'est peu en fait sur ce type de jeu, parce que c'est un jeu dans lequel tu as 2 conditions de victoire, donc tu vas faire ta popote pour essayer de t'en sortir le plus possible par rapport à la stratégie qui est faite par les joueurs en face. Moi je trouve ça plutôt brillant comme mécanique de jeu, franchement, quand tu regardes les imbrications des éléments les uns par rapport aux autres, le développement de la partie, le rythme de la partie, il y a plein d'aspects qui sont assez brillants, assez propres, c'est très efficace. J'ai un petit doute sur le thème, moi personnellement c'est pas un thème qui me fait rêver, mais je crois que c'est pas le cœur du jeu. Par contre, l'une des réflexions
je commence par contre, mais c'est pas une critique, l'une des réflexions, non mais je le dis pour les gens qui m'écoutent, qui disent oh là là, il est en train de critiquer là. Ça y est, il n'a pas dit du bien du jeu, il critique. Ouais, je rage quitte. L'un des aspects de ce jeu, c'est quand on affronte un adversaire, qu'on se place en face de lui et qu'on regarde son peuple et son pouvoir, c'est l'analyse de ce qu'on va faire par rapport à cet adversaire. Forcément, il faut interagir. Et avec 6 peuples à l'intérieur du jeu, tu vas vite avoir fait les différentes configurations. Donc une fois que tu sais comment il faut jouer, comment prioritairement, même si on s'adapte en cours de partie, il faut jouer par rapport à un autre adversaire, cet aspect-là sera moins prioritaire, ce côté analyse, et on va être davantage dans le déroulement d'une stratégie. Il faudra évidemment avoir d'autres peuples, on a envie d'en avoir d'autres à l'intérieur, mais comme tout est prévu, ça va arriver. L'éditeur a prévu du coup, c'est chez Studio H aussi ? Non, c'est chez Storyware French. Storyware French, tout à fait. Et c'est donc un jeu de Renaud et Pierrick Libralesso et Yoel Sayada. On continue. Alors, je n'ai pas joué cela, ça demandait plus de temps et j'ai pas eu du tout envie de jouer à ces jeux-là sur. Ça, c'est la réédition. C'est Grey-Lune. C'est la réédition du jeu que j'adore, où on met le pion entre les cases. De Spyrium. J'adore Spyrium. Spyrium de William Attia, c'est un excellent jeu Spyrium. J'ai vraiment hâte de jouer à Grey-Lune. On a fait une partie, vous l'avez vu passer très vite, de Flip 7 Vengeance, et qui est. Bon, c'est Flip 7 avec des cartes en plus. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ces cartes en plus. Moi, Flip 7, c'est un jeu qui me crée de l'ambiance pour moi. C'est un générateur de petits moments particuliers dont on se rappellera. C'est pas le jeu en lui-même qui. On en a parlé parce qu'on a fait une vidéo sur la critique et c'est le genre de jeu qui serait très difficile à critiquer parce qu'il faut critiquer chaque table qui est différente en fonction de ce jeu. Et là, par exemple, on a fait une petite partie ici et la table n'était pas très motivée, donc la partie n'avait pas d'intérêt. Si j'en ressortais, j'en ferais une très mauvaise critique. Alors que avec une autre table, ça marche du feu de Dieu. Et Flip 7, c'est un excellent support d'ambiance et support d'émotion. Les petites cartes en plus, j'en ai pas plus besoin que ça, mais pourquoi pas, ça rajoute deux, trois petites choses. Et effectivement, comme on aime bien le jeu et qu'on aime bien renouveler nos jeux de manière générale, je pense que ça vaut le coup de l'avoir. On a Auréalis que je n'ai pas découvert, pourquoi ? Parce qu'on reçoit la boîte de jeu cette fin de semaine. Donc on aura l'occasion de jouer ici à Auréalis et à Crab versus Poulpe. Par contre, il y en a qui me tentaient beaucoup, mais personne n'y a joué parce que c'est des longues parties. Enfin, personne, j'ai pas vu de partie se lancer sur Nier pendant cet événement-là, forcément, c'est moins adapté. On espère qu'ils viendront avec. Ça y est, ça m'a attiré l'œil, ça m'a donné très envie. J'ai cru voir Mathieu Potvin en auteur de ce jeu-là. Okay. Et Mathieu Potvin, c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi. C'est lui qui avait fait, tu sais, le jeu sur César, l'Empire de César, je crois que ça s'appelait. J'étais passé un peu à côté de l'Empire de César. C'était assez... il en a fait d'autres chez Holy Grail Game, si je me souviens bien. Et je suis très content de le revoir. C'était simple et efficace, l'Empire de César. Moi, j'ai bien aimé. Oui, j'avais trouvé ça trop simple. C'est les goûts de joueurs. Shifters est de ressortie. C'est un jeu dont le financement participatif s'était éteint dans une période très très complexe. Il avait été repoussé plusieurs fois et finalement, ce financement n'avait pas trouvé son public. Alors que c'est un chouette jeu à ranger dans la catégorie des Dead Cells. Oui. Un jeu dans lequel... Mais que je crois que je préfère à Dead Cells. Je le trouve intellectuellement très agréable. Sa gestion du deck de cartes est assez intelligente. Non, je trouve ça assez j'ai efficace. Fini Dead Cells. Pas très fan du thème non plus, mais assez amateur de la mécanique. C'est un coop. Attends, je dis des bêtises ou pas sur Shifters ? Je crois que c'est un coop, ouais. Et tu vois, c'est un petit doute parce que comme je suis pas très coop sur ce genre de jeu et que j'ai bien aimé, je me demande est-ce que c'est vraiment un coop ? Mais je crois bien. Hein. Coop 1-2 joueurs, ouais. Et ça va arriver en magasin ? Du coup, ça va arriver en magasin, donc tant pis pour le financement participatif. On sent que ça sera la mode du financement participatif sur ce type de jeu, de nouvelles licences, finalement, peut-être elle est passée, surtout dans cette période complexe géopolitiquement. Ce qui est plutôt... Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? En tout cas, c'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle, c'est un fait. C'est un fait, et en tout cas, c'est plus sain. J'ai senti même pour les éditeurs. Allez, on en a marre un peu. Là. On va s'appuyer sur des recettes que l'on connaît, et puis le jeu est fait. Donc, ils vont le sortir quoi qu'il arrive. C'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'un bon jeu sorte. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ? Alors oui, il y avait du Catch-up Games également, et notamment Luciole, qui se montrait enfin et qui a été fort joué sur cette présentation avec pas mal de monde qui se sont réunis. J'ai même vu des parties, normalement c'est du 1 contre 1, mais 2 contre 2.
pour être plus à se mettre en partagé. du coop, hein, donc pas contre. Ah, et forcément, je me suis attardé, parce qu'on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'ils mangent, les gens, quand ils vont à une soirée presse? C'est l'essentiel de ce qu'il fallait vous montrer. Voilà. Voilà pour ce petit tour sur la soirée Hachette. J'en ai pas fait de Reels, là. J'aurais peut-être dû faire un Reels, mais j'étais tellement crevé sur place, j'avoue, le soir. Pardon, j'aurais dû couper. Je coupe. Ouais, le soir, c'était un peu compliqué quand même de faire des reels à l'hôtel, qui était horrible, mon hôtel à l'Univers. Ça, c'est le mauvais point de l'Univers. J'ai pris un hôtel en bordure de périphérique, j'étais au 10e étage. Au 10e étage, la fenêtre ne s'ouvrait pas dans la chambre, il faisait une chaleur de bœuf. J'ai essayé de mettre la clim, tu te dis en avril déjà, on est obligé de mettre la clim parce qu'on a trop chaud. C'est pas super quand même, c'est écologiquement. Mais bon, je pense que l'hôtel est tellement sinistre qu'il préfère que la fenêtre ne s'ouvre pas. D'ailleurs, j'étais tellement mal qu'au bout d'un moment, j'ai rêvé de pouvoir ouvrir la fenêtre pour pouvoir m'envoler. Ah, j'ai passé des nuits... Alors que moi, j'ai encore très bien dormi à oui, Paris. oui, bravo à toi. Et je suis ça, d'excellente humeur. Ouais, il faut pas aller en faut pas aller en festival... Malade, ouais, c'est ça, tout simplement. Mais c'était cet aspect-là, pas trop aimé. Par contre, le Festival du Divers, plutôt une vraie réussite. Hein. Oui. J'ai pas beaucoup d'images, mais toi, tu en as fait davantage. Hein. Moi, j'ai juste fait une toute petite vidéo, alors c'est pour vous montrer. Parce que c'est un festival qui est organisé à l'origine par Elvie, on en a parlé sur cette chaîne, qui est un spécialiste des jeux de figurines, qui met l'ambiance dans cet univers-là, qui crée de l'actu, qui crée des événements. Donc un grand bravo à lui pour organiser ça. C'est pas la première fois qu'il organise un événement comme celui-ci. Il y a eu un monde de dingue. Et évidemment, sur la partie figurine, c'est l'événement de l'année. C'est le moment où il faut être présent. Et c'est le moment où les gens étaient présents. Ça va relancer la vidéo précédente, mais... On va la couper, on voit un peu de vidéo et puis je vous montre simplement l'étage pour vous montrer à quel point sur le plan des figurines c'était impressionnant. Il y avait un tournoi, c'était le samedi, il y en avait d'autres les autres jours, mais le samedi, un tournoi, je sais pas, je me suis posé la question, d'ailleurs je n'ai pas posé la question à l'équipe, mais je me suis demandé comment ça marche un tournoi avec autant de monde. Alors déjà, il y avait ce pan-là que j'avais suivi, où les équipes doivent s'enregistrer pour qu'ils calculent la viabilité dans un concours, des unités choisies, des ceci, des cela. Et ça s'était clôturé très très tôt pour que, voilà, t'arrives pas avec des armées cheatées. Alors ça, c'est un aspect, mais moi, c'est au niveau de l'architecture du tournoi où je me posais la question. Parce que là, tu vois, ces éléments qu'on voyait sur la table, tu le vois sur une table, mais tu le voyais sur toutes les tables, le même genre d'éléments. Tout le monde qui joue au même jeu ensemble, tu te dis, mais comment ils font pour réduire le nombre de joueurs? Est-ce que c'est un tournoi où il y a une finale? Ou comment ça marche? Un truc pareil, c'est dingue. Parce que une table, ok, 10 tables, enfin 12 tables, il faut des nombres quand même, 16 plus exactement. 16 tables, tu arrives à faire des huitièmes de finale, des quarts, etc. Mais dès que tu arrives à ça, regardez ce nombre, cette foule immense avec des centaines et des centaines de tables les unes à côté de d'autres à perte de vue, et la vidéo écrase en plus les choses, mais c'est une impression de foule gigantesque sur plusieurs jeux, très très impressionnant. Évidemment, on ne s'imagine pas, on a déjà vu ça en jeu de société sur certains événements. C'est à Essonne, il y avait un tournoi de Carcassonne, on regarde ça en rigolant un peu parce que c'est un peu curieux, le jeu de société ne s'est pas construit autour de la compétition, mais là c'est davantage le cas sur ce type de jeu. Moi, oui, la première fois que je suis monté à l'étage, c'était vraiment impressionnant. Il devait y avoir 200 tables facilement. Ouais. Et tu te balades entre les tables. Chaque table, tu as des joueurs déjà debout. Nous, les joueurs de jeux de société, on est souvent assis. Ouais. Et j'allais dire, on a tous les poncifs, mais c'est quand même fou de voir ça en vrai. Ces gens qui manipulent du gros matériel, beau, peint, etc. avec pas mal du matériel 3D, des gens qui sortent des règles au fur et à mesure. Ce petit sac qu'on voit, ça m'a tué de rire. Comme les joueurs d'escalade avec leur magnésie, mais non, là c'est pour sortir des brouettes 2D, manipuler leurs immenses figurines de vaisseaux spatiaux avec précaution pour le déplacer le long de route. On imagine très bien ce qui se passe en le voyant. Ce jeu d'escarmouche, on le devine bien, mais quand on n'en comprend pas les codes, je trouve que c'est assez impressionnant. Derrière, il y avait les tables de jeux de rôle. C'était très difficile de s'entendre, nous dit Je m'amuse. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés sur ce plan-là. Et en même temps, moi, je me suis souvent mis sur les tables de jeux de rôle pour m'isoler un petit peu. Et il y a des outils maintenant qui permettent de se concentrer un petit peu. Tu sais, quand tu mets des écouteurs, il y a moyen de localiser un peu le son. Peut-être qu'il y a possibilité avec ça, mais enfin, c'est vrai que c'est pas pratique. Mais le jeu de rôle, de toute façon, on les met souvent dans les mêmes salles et eux-mêmes se font du bruit les uns par rapport aux autres. Hein.
Donc ça crée du brouhaha quoi qu'il arrive. C'est vrai que le brouhaha, c'est une problématique des festivals qui est difficile à résoudre. J'ai raté la salle de presse pour le repos. Bah oui, on me l'a dit trop tard, mais j'aurais bien aimé savoir qu'il y avait une salle de presse, parce que plusieurs fois j'ai été m'affaler sur une table dans la section jeu de rôle, pour essayer d'être à peu près en forme après quand je repassais sur d'autres secteurs. Donc tu as des photos, toi également. Oui. Moi, c'est plus des photos des jeux joués. Vous Ouais, allez non, voir, c'est pas de la vue d'ensemble, c'est la photo souvenir pour se rappeler de ah, j'ai joué à ça, j'ai joué à ça. Mais avant de montrer les photos, je me disais qu'il y a la vidéo de toi avec les différentes choses que tu as fait, parce qu'à lui diverse, t'as pas fait que te moucher et te poser sur une table pour te reposer. Tu as fait des vidéos. Reviens au début et tu dois pouvoir scroller. C'est là où on te voit. Ah, c'était au-dessus. Encore au-dessus. C'est là, tu vois pas là? Là, ça? Oui. Ok, on va voir si ça se lance. Ça devrait. Désolé, partage à l'arrache ce matin de quelques photos de ma galerie. C'est bien, en plus, j'ai plus de système. Point d'exclamation. Attention, attention. Attention, mesdames et messieurs. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, ça met attention. J'ai peut-être fait que ça soit un point move. Non, mais tu peux la télécharger avec les 3 petits points là-bas? Si je la télécharge, elle sera sur l'ordi, mais est-ce que je saurais en faire quelque chose derrière? Alors, 3 petits points. Tu vois 3 petits points, toi? Encore plus à droite, ça, ici. C'est 3 petits points, ça? Hop, on télécharge, on va regarder. Bon, regardons tes photos en attendant. Donc voilà, c'est les différentes choses auxquelles j'ai pu jouer, parce que j'ai été étonné de voir qu'il y avait quand même, malgré le fait qu'il y avait peu d'éditeurs de jeux de société, il y avait des jeux que j'avais pas joués. Ça nous met attention sur tous les trucs. Ouais, c'est le fait d'ouvrir en grand. Alors, on va télécharger tout. Ça va se zipper. Télécharger et on va regarder si ça marche mieux. Impossible de télécharger les événements. On va actualiser la page. Tac, tac, tac. Et là, peut-être que tout va marcher. Parce que peut-être simplement il avait perdu la connexion. Donc c'est ça qui marchait pas. Ouais. Ah, mais ça marche. Et ben voilà, ça marche. Ça, c'est Martin. Dites-moi si vous avez du son, parce que je ne sais pas si... Là, j'ai croisé... Là, c'était PV Nova qu'on a croisé, qui est venu discuter avec nous. Et c'était rigolo, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois. Est-ce que vous avez essayé de débrancher, rebrancher la box, nous dit Émeric? Non. Petit coquinou, comme dirait Damien. PV Nova qui arrive, qui disent qui connaît nos chaînes, donc on est content. Ça nous fait plaisir que quelqu'un qui est déjà un petit peu connu nous connaisse aussi. Donc il nous dit bravo pour ce que vous faites tout ça. Martin, t'es exceptionnel. Bon, arrête PV, je l'appelle PV. Et donc et puis il voit les dessins sur la table et il dit mais il serait pas là aussi l'illustrateur. Et en fait, il savait pas que c'était moi. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça cool. Et c'est déjà arrivé 2-3 fois, ce truc-là, dans les commentaires de vidéos, de gens qui disent mais comment vous avez fait pour avoir des illustrations et en fait, pourquoi je trouve pas ça cool? C'est pas du tout une question de notoriété, c'est une question de plaisir d'avoir des carrières différentes, que les choses soient finalement c'est pas la même histoire. J'ai l'impression d'avoir mené plusieurs carrières et je trouve ça plusieurs vies. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. J'ai une tendance moi à cloisonner quoi qu'il arrive. Donc il y avait des gens qui étaient venus avec le journal d'un remplaçant. C'était la première dédicace de Pénélope, donc c'était aussi rigolo de l'accompagner là-dessus. Et ça, c'était une des 2 tables rondes auxquelles tu as participé, tu en as fait 2. Non, j'en ai fait qu'une. Tu en as fait qu'une, toi. J'ai fait celle sur la critique, celle sur laquelle j'avais le moins de trucs à dire. J'ai pas fait celle sur les vidéos, comment on fait des vidéos, où là j'étais beaucoup plus à propos. C'est vrai que sur la critique on en fait assez peu, nous, donc c'est pas un sujet... Ça te le met systématiquement et après tu dois le couper. Ouais, non, normalement je pense à le supprimer parce que tu peux le supprimer directement dans CapCut. Mais là j'ai pas pensé apparemment. Tu peux faire des vidéos avec le DJI Osmo Pocket aussi, et là il te le met au milieu de ta vidéo, le truc tout le long. Et il s'est marqué tu peux l'enlever dans telle option, j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà, moi j'ai joué à quoi? J'ai joué à pas mal de choses que j'avais pas joué chez Pixie, des choses déjà sorties. Celui-là, je voulais jouer, et j'en ai entendu beaucoup de mal, et je me suis dit, c'est pas bien alors, parce que c'est un Kramer Kisling, ça. Oui, et c'est une réédition d'un jeu dont j'ai oublié le nom, et moi j'avais lu les règles, donc je savais pas à quoi m'attendre. J'ai fait une première partie, je me rends compte que j'ai très mal joué, donc j'ai très envie d'y rejouer. C'est plutôt bon signe, mais je sais pas encore ce que le jeu a dans le ventre, mais effectivement du domino, où on essaye de faire sur un jeu de majorité, on essaye de marquer des points en fin de partie, mais sur un jeu de majorité, le marché qui est central à tous les joueurs, on essaye de se positionner le plus haut possible pour leur couper la chic sur un jeu de majorité. J'ai vraiment bien aimé, mais j'ai besoin d'y rejouer encore. Est-ce qu'on l'a? Non, on se l'achète, parce que moi j'étais à 2 doigts de l'acheter et j'ai arrêté parce que quand on m'a dit non, c'est nul.
Non, Et non, c'est pas- je fais confiance c'est pas des mauvais, fois. mais, Hein. J'hésite Market Fresh. Donc, moi, j'ai envie de le découvrir. Ça, c'est une de mes plus agréables surprises de ce festival. C'était chez Asmodée, puisque c'est un jeu Cool Mini Aeronaut, si je dis pas de bêtises, Asmodée, qui, de manière surprenante, avait pris le parti sur le festival de Ludiverse, de sortir non pas des jeux grand public, mais de sortir ce qu'ils avaient de plus proche Ouais, en de termes l'univers, de... figurines, tout ça. Ouais, exactement, et donc ils avaient sorti Thématique des forte. zombicides, etc. Et je me suis installé à cette table parce que c'est un jeu qui sort dans quelques semaines. Moi, je me suis dit, tu seras au point. C'est un jeu dans l'univers de Dragon Eclipse, mais en mode très condensé. C'est du jeu de combat de 2 figurines, donc de la symétrie. On se doute qu'il va y avoir plein d'autres boîtes à base de cartes. Et c'est le jeu le plus proche où on peut le rapprocher en dehors de Dragon Eclipse, évidemment. C'est Unmatched. Mais Unmatched, autant je reconnais ça un chef-d'œuvre, autant c'est trop froid pour moi, trop abstrait, trop jeu d'échecs. Et celui-là, il y a dans le système où on choisit, je crois que c'est la photo suivante, une carte à chaque tour et on est obligé de choisir une carte. Donc sur notre rivière personnelle, on est en train de se créer des opportunités, des combos, mais de temps en temps, il va y avoir des creux. Et ce sera notre faute s'il y a des creux. J'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Je l'ai joué avec Coralie de Dionjou, qui a trouvé ça brillant aussi. La carte qu'on choisit d'appliquer, en plus, elle va au sommet de notre défausse. Et elle nous offre un effet passif. Donc, à chaque carte qu'on joue, on est en train de préparer notre prochain tour. Et j'ai trouvé ça très bien. On a un Cul Salvant qui dit que l'empilement d'études du jeu précédent, Market Fresh, ça, je l'ai fait penser à Granger House, il se souvient plus du nom. C'est pas Gingerbread ou un truc comme ça? Non. House. Tu sais, c'était un lookout. Oui. Gingerbread, oui, c'est un jeu qui existe en français, mais c'est Market Fresh, c'était pas la réédition de. Non, c'est ça. pas la réédition. Non. Spirit of the Wild. Donc une sortie à sortir chez... Alors, je me rappelle plus l'éditeur original, si t'arrives à reconnaître le logo, mais c'est Jumbo, je crois. La couverture, elle est... C'est pas 3-4 lettres, non? C'est pas un truc autrichien ou quelque chose comme ça? Je m'en rappelle plus, mais c'est un truc grand public, mais je crois que c'est Jumbo. Je Donc voilà, une couverture magnifique, mais sauras-tu reconnaître l'animal? Mattel. Est-ce que tu sais me dire quel animal c'est? Bah... Il a des grandes oreilles quand même, donc c'est pas... Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est une blague, c'est ça? Non, c'est parce qu'on en avait dit 2. On avait dit le loup et le renard, on hésitait entre les deux, et c'est un coyote. Ah oui, j'allais dire coyote, ouais, parce que tu vois... Donc, parce que les grandes oreilles comme ça, c'est coyote ou fenec, mais est-ce que... Oui, le ça n'a pas fenec, l'air ça fait pas non. très... Ouais. Ça fait trop vert pour un fennec, l'entourage. Après, est-ce que c'est bien dessiné? Je sais pas non plus. Hein. Mais voilà, c'était juste le jeu tout bête. C'est un jeu à 2 qu'on a trouvé très malin, même si, alors, ils sont en train de travailler, Pixie, avec Mattel, pour essayer de trouver une solution à ce problème de comment la partie peut arriver trop vite ou trop lentement. Donc c'est un jeu à 2 où il y a un pool de pierres en commun et tu as des actions devant toi qui vont dire je rajoute 3 tuiles dans le pool commun et je peux en choisir une ou j'en prends une. Et toutes ces actions elles vont s'épuiser et au bout d'un moment tu choisiras de toutes les réactiver et on remplit. Photo suivante, devant nous des petites plaquettes et il y en a plein dans la boîte qui vont dire ah, là j'en veux que des différents, là je veux un brelan plus une paire. Et il y a une pierre transparente qui, à un moment donné, si tu la récupères et que tu la mets en haut à droite, tu doubleras le scoring de cette tuile. Mais il va y avoir des effets où on va pouvoir t'imposer cette perle et tu vas doubler un scoring qui n'est pas terminé. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment malin. Et ça a beaucoup plu à tout plein de personnes qui étaient là aussi. Je pense à Marie, Hamza, Pénélope. Il y a plein de jeux qui sont qui ont l'air chouettes dans les trucs qui vont sortir. Tu sais qu'il faut qu'on garde du temps pour faire les sorties. Oui, pardon. Non, pas pardon. Mais En fait, c'est intéressant, donc moi je sais pas. Ça, alors là, c'était Match My Beat, hein, ouais. C'est voilà, blanc manger coco de la musique, mais quand on dit blanc manger coco, sans la vulgarité. On choisit une musique, on a des cartes en main, on essaye de caler notre carte pour qu'elle soit la plus drôle possible et qu'on obtienne des votes. Ouais. Sachez que Mélo nous a explosé, c'était la plus drôle autour de la table et c'était plutôt chouette. Et c'est par l'éditeur de Hitster. C'est les... Ah, tu votes pour les plus drôles. Ok, Ouais. c'est dommage parce que quand j'en ai entendu parler chez Pénélope hier la première fois, je me suis à l'instant... C'est dommage. Quel juge permanent. Non mais à l'instant, je me suis dit que tu essayais de deviner la phrase qui correspondait le mieux
Oui. à la musique. Enfin, je me suis représenté un truc, tu sais, comme dans tous ces jeux qui se ressemblent, qui ont la même mécanique, hein, où la personne qui choisit la musique joue aussi une carte, en disant c'est celle-là, et tu essaies de retrouver la carte de la personne qui a Eh joué. ben, ça va être rigolo parce que tu vois, j'ai essayé d'accélérer pour les sorties de la semaine. Ouais. Et parce que quand j'ai joué à ça, on a joué à un autre jeu de musique qui va plus se rapprocher de cette émotion-là et qui arrive chez Haut les Mains et qui est Soundtrack. Ouais. Et qui effectivement est moins basé sur l'humour mais plus sur l'empathie autour de la table puisqu'il y a un joueur qui essaye de comprendre qui a joué quoi avec une note d'intensité. Voilà, je préfère ça et ça n'empêche pas au jeu d'être drôle en fait. Si les cartes sont drôles, bah, ça sera drôle quoi qu'il arrive. Mais j'aime bien ce truc de tiens, j'ai mis une musique, j'espère que vous allez trouver ma carte et les autres qui ont ah trop bien, ça correspond à ça. Et joue à Soundtrack, Martin, ce qui est j'aime très bien chouette. ces émotions-là. J'aime pas qu'on me dise t'es pas assez drôle mec, on va te proposer des cartes pour que tu le deviennes. Ça, je comprends que ça soit très drôle et je ne présage pas de ce qui se passe autour de la table sur un jeu comme ça. Ça marche. La façon de Blanc Manger Coco a marché pour plein de monde. Il y a plein de gens qui adorent cette impression-là. Mais moi, j'aime pas du tout. Je veux pas qu'on m'écrive mes blagues. J'ai joué à Biblio7, un jeu de construction de tableaux. On fait juste une grille de 3x3. Ça paraît tout simple avec des livres et des scorings différents, mais l'originalité du jeu, elle n'est pas dans la construction de tableau, elle est dans la négociation. À chaque tour, il va y avoir un joueur actif à qui tout le monde va proposer une carte, dans l'idée qu'il le place dans sa bibliothèque ou pas. Attention, s'il refuse votre cadeau, puisque toutes les cartes sont offertes en simultané, la carte, vous n'avez pas le choix, vous devez la placer dans votre grille. Et s'il l'accepte, vous pourrez placer n'importe quelle carte de votre main. Donc, c'est pas tant le scoring qui fait l'enjeu du jeu, c'est attention à ne pas faire des cadeaux trop pourris, au risque qu'ils vous reviennent dans la tronche. The Voynich Puzzle, bon, ça sort bientôt, un gros jeu expert avec plein de jeux dans le jeu. J'ai joué avec des joueurs des joueurs de figurines dimanche matin à l'ouverture, et j'étais impressionné par leur taux d'absorption des règles et on a joué en mode comme j'aime sur une partie découverte, c'est-à-dire très vite. Il y a 3-4 règles dans les jeux de figurines, c'est des bouquins carrément, donc tu sais. Et on a joué très 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 rapidement et c'était plutôt chouette. Maintenant que j'ai su appliquer les règles, il me tarde d'y jouer. Donc il y a eu cet effet parce que ça je l'ai pas observé spécialement parce que je ne suis pas resté assez longtemps, mais il y a eu cet effet de mélange de population, de joueurs de figurines qui viennent jouer à des jeux de plateau et inversement. Alors moi j'ai discuté qu'avec les éditeurs de jeux de société, puisqu'il n'y a que je connais, et ils étaient tous très contents justement de cette réception. Les joueurs de jeux de figurines et de jeux de rôle s'installaient très facilement des tables de jeux de société, et moi ça sera ma conclusion de ce festival, c'est de me dire que la porosité, elle marche très fort vers le jeu de société, je pense, pour un détail tout bête, et je l'ai vu très fort à Ludiverse, c'est que les tables de jeux de société, quand c'est animé, c'est des tables vides où il y a une chaise qui t'invite à venir t'asseoir. On aurait voulu découvrir le jeu de figurines, j'ai pas vu un endroit à l'étage qui me disait Rachel, viens découvrir le jeu de figurines avec des règles de 15 minutes. J'ai pas eu cette invitation. Le jeu de rôle, c'était pareil, si tu voulais en faire, il fallait t'inscrire sur certains créneaux, c'est très... Ça invite pas un instant à venir s'asseoir. Ouais, c'est une démarche aussi, un jeu de figurines. C'est vrai que, alors ça, je pense, il y a des ponts, il y a des endroits, et c'est souvent l'entrée pour les jeux de figurines, c'est aussi la peinture, la démonstration des figurines, et ça, tu les avais ces stands où tu pouvais aller regarder ou t'initier à la peinture. Mais après, sur la partie en elle-même, il y en avait beaucoup aussi, donc c'est parfois plus compliqué, effectivement. Top Hit, un mélange de petits bacs et de morpions que j'ai découvert chez Atalia. Atalia, qui maintenant ne fait plus de distribution et est distribué par MAD, revient un peu plus fort dans l'édition. Il y a 3 jeux qui arrivent en septembre. Petit bac et morpions, on s'est bien marré avec Jessie. Voilà. Et Hydrolink, qui est un prochain jeu dans la gamme Every Games. Mais celui-là, celui-là, vous entendez mes propos, c'est pas bien. C'est pas le même auteur que d'habitude, c'est pas Thibaut. Non. Je me rappelle plus l'auteur, elle me l'a cité, mais oui, c'est de l'édition pure. Thibaut Solas, un nom dans le genre, mais je sais plus entendu du tout. Contrairement aux autres, c'est pas de la localisation, c'est un vrai travail d'édition d'Atalia et qui va offrir des sensations à la Punto dans la profondeur. C'est pas un morpion, c'est un jeu de connexion et on peut agrandir les chemins de tout le monde, donc bousiller celui de l'adversaire tout en pensant à optimiser le sien, et c'était chouette. Et le troisième que j'ai pas pris en photo, qui est Formule 1, on a joué à très rapide parce que nous sommes des gens drôles, dessinés rapidement et voilà, essayer de se faire comprendre. Il y a des illustrateurs qui ne dessinent pas très bien quand il faut dessiner rapidement, je tiens à le dire. Oui, moi, ça va. C'est quand il faut dessiner lentement que là, je sais plus faire. Si vous arrivez à trouver ce que c'est ça. Une grenouille? Non.
Si, c'est des Non, grenouilles. c'est une grenouille qui mange une grenouille, donc c'est pas une grenouille, Martin. Ah. Ah, je savais pas qu'il mangeait un truc. C'est une menthe religieuse? Non. Oui, c'est une menthe religieuse, tout à fait. Ok. On a joué à Sanibel, le jeu d'Elizabeth Hargrave, qui se joue à la manière de Tokaido, et avec des formes bizarroïdes de coquillages. On est tous un peu passés à côté de la partie. Voilà nos coquillages. Ah oui, ça ressemble pas à la couve. On a joué à Manoir Bizarre de chez Bombix, mais tu as joué aussi, toi, à la soirée presse de Ludiverse, avec plein de niveaux de scénarios. Et j'ai vu qu'il y avait des scénarios qui me faisaient très envie. Parce que le premier est quand même très familial, donc j'ai besoin d'y rejouer. Puzzle game. J'ai trouvé le premier un peu facile pour moi. J'aime bien que Et c'est pour ça que moi je me suis permis de regarder les autres. J'aime bien avoir du choix en fait dans les jeux de société. Et dans la partie que j'ai faite sur le premier scénario, les choix me paraissaient évidents entre les cartes que j'avais passées. Donc je prenais toujours la meilleure. Et j'ai hâte de voir la suite parce que la sensation de jeu est très agréable. Bah, tu veux que je te fasse envie avec le scénario qui m'a fait très envie? Il y avait des petits portails dessinés sur certaines cartes manoirs. Et attention, au bout d'un certain nombre dans un scénario, tu dois changer de place autour de la table. Donc tu peux commencer à calculer qu'à la fin de la partie, tu vas terminer à ce lieu-là. Ah oui, oui, ça c'est rigolo. Pour montrer que ça va être très très varié. Donc il y a besoin d'y rejouer pour avoir un avis plus fin sur le jeu. Après, moi, c'est mon type de jeu, à la base. Les jeux de puzzle dans lesquels tu vas construire quelque chose devant toi, j'adore ça. Et donc, j'ai bien hâte que le jeu sorte pour qu'on puisse enchaîner les parties et que je puisse voir ce qu'il a sous le capot, comme on dit au garage. Voilà, on a pris un petit peu de temps quand même pour vous raconter ce qui s'y passe, mais c'est notre passion, c'est notre métier. Donc naturellement, on partage ça avec vous. Et il y a de l'actualité ce matin parce que c'est aussi les sorties de la semaine. Il y a plein de sorties cette semaine-ci. On va aller un peu plus vite sur les sorties nécessairement parce qu'il y en a plein qui sont... il n'y a pas besoin d'en dire énormément si ce n'est les citer. Alors, on commence directement par Rusé, c'est ça le premier jeu? Les gens voient l'écran? Non, tu veux qu'ils voient? Tu veux qu'on leur montre? Allez, je suis généreux. Oui, il y a plus de 30 sorties cette semaine et habituellement je révise un peu le week-end et là ce week-end j'étais pas là donc en plus j'ai peu de choses à en dire. Donc Rusé qui est un jeu de pose de tuiles où on a reçu une couleur d'animal en début de partie et on va piocher une tuile, on va la placer mais attention dès qu'on entoure un animal, je veux dire façon jeu de go etc, on va pouvoir avoir des effets sur des tuiles, il y a des tuiles événements, ça va comboter un petit peu dans tous les sens. Petit jeu de majorité. Je connais pas cet éditeur. Non, c'est distribué par Jeux Délire et ils étaient présents à Cannes. J'avais créé l'affiche pour Cannes. Voilà, c'est un petit jeu. On se demande toujours un peu ces jeux-là, comment ils fonctionnent, parce que c'est vrai que nous, on les présente dans nos émissions, mais il y a peu de chances que vous les voyez ailleurs. Oui. J'en entends jamais parler, moi, des jeux Délire. Donc, comment ça marche pour les boutiques? Pourquoi elles le commandent, comment elles le vendent, toutes ces questions-là, on n'a pas forcément les réponses. On n'a pas joué au jeu, donc ça n'aide pas non plus pour vous en donner une présentation plus sur précise. Le pitch, ça m'a fait penser à Grand Bois, et sur le pitch et sur la thématique que j'avais beaucoup aimé, Grand Bois. Je ne sais pas si c'est encore disponible, Grand Bois. Chez Loki, on a régulièrement des puzzles qui sortent, et là, c'est des cube puzzle, c'est sensiblement différent. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, ces cubes qui faisaient un puzzle, 6 puzzles en 1 finalement, là, ça va être... Donc, c'est un jeu de Wilfried et Marie Fort, accessible à partir de 3 ans, où il va y avoir des scénarios dans la boîte, une petite carte à lire ensemble, avec certains mots-clés, qui vont nous permettre de reconstituer le puzzle en essayant de ne pas commettre d'erreur. Vous allez me dire, mais comment on sait si on a commis une erreur? Ces cubes, ils ont 5 faces, et en fait, la 6e, elle est creusée. Quand vous avez choisi votre image, vous allez regarder dans le petit trou s'il y a un lapin. C'est bien, on a choisi la bonne image. S'il y a... je suis nul en dessin, c'est un corbeau, je crois. C'était pas la bonne pièce que vous avez choisie, et il va venir vous manger une carotte. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de difficulté en fonction du modèle qu'on place dessous. On peut le placer en blanc et noir pour avoir moins de chances de voir les détails. On peut lire l'histoire avec du full texte ou au contraire pour les plus jeunes ou pour plus d'autonomie, choisir juste avec les images. J'aurais besoin de le toucher pour comprendre parce que c'est marrant, ça fait partie de ces objets que je suis contente de voir réutilisés dans le jeu de société. Là, il faut complètement qu'on le voit. Qu'est-ce que tu as comme souvenir avec les cube puzzle? Moi, j'ai vraiment ce souvenir de j'ai trouvé le cheat code de hop, je prends toute une ligne, je me retourne. Ce souvenir d'enfance, cette sensation de j'ai trouvé le cheat code pour faire toutes les phases de puzzle.
j'ai pas tant de souvenirs, mais bon. Après, c'est le genre de matériel que j'ai utilisé en classe en tant qu'enseignant également. Est-ce que Loki fait des puzzles? J'ai commencé en disant Loki fait des puzzles. Je crois pas, Yellow en d'ailleurs. fait plein. Ils font une super gamme de puzzles, mais je suis pas sûr que ce soit Loki. Ouais, non, je crois pas non plus. Vas-y, je gère. Tu peux te coucher, je gère. Est-ce que tu veux que j'aille chercher de l'eau? Parce que moi, je vais peut-être m'en chercher aussi. Il y a Aline qui nous dit, effectivement, on a reçu Loki à Cannes, et si vous retrouvez la vidéo, ils doivent en parler en détail bien plus que moi. Oui. Mini Rogue, trône étincelant. Et il y a Donc, 2 extensions même pour Mini Rogue. c'est une extension effectivement compatible avec ce jeu solo qui vous permet d'explorer un donjon. Ça plaît beaucoup ce jeu-là. Oui. C'est chez Nuts Publishing. Et je pense que si vous vous intéressez à l'extension, c'est que vous êtes intéressé au jeu. T'as aimé toi Mini Rogue? Oui, mais est-ce que j'y ai rejoué depuis? Non, pas tant. Mais je tenais juste à dire que Trône étincelant, attention, c'est une extension, mais pas vraiment. En fait, c'est juste des cartes foil pour tous les gardiens et un gardien supplémentaire en exclu. Et ce mini-rogue, le conseil, c'est un peu enfin, c'est à la fois une extension, puisque vous pouvez continuer la campagne du premier, ou un standalone aussi. Knar, Scali, c'est l'extension de Knar, cette fois-ci, un jeu qu'on a beaucoup apprécié, signé Thomas Dupont. Il y a joué pas mal de fois. Il est assez simple. Stratégiquement, c'est une profondeur relative, mais on a eu beaucoup de plaisir à jouer avec un public justement moins expert, plus initié, mais qui a envie d'avoir ces sensations de jeu où tu as quand même de la progression, de la construction de tableaux. De ce fait, on a vraiment hâte, et Aline, quand elle l'a vu arriver, fait partie des joueuses aussi, qui avait vraiment hâte de se remettre à la table pour pouvoir en faire une partie. On n'a pas encore eu le temps, mais ça ne serait pas prévu. Tout à fait. Et donc là, on a Aline qui vient offrir de l'eau à Martin. Merci Aline. Dans Scali, vous avez un nouveau type de choses que vous allez placer devant vous, qui est un Scali, c'est-à-dire une ferme viking, et vous allez pouvoir récupérer un nouveau type de cartes qui sont les bâtiments, en dépensant de l'argent, une nouvelle ressource. Et qu'est-ce que vont vous faire ces Scali? Hop, je prends la souris et je descends. En fait, ils vont vous booster certaines de vos actions. Maintenant, ça va vous dire que quand vous allez chercher une terre A, hop, vous allez profiter de tous ces bonus-là supplémentaires. Une terre de type B, tous ces bonus-là supplémentaires. Un viking d'une couleur que vous avez déjà, la 3e ligne. Un viking d'une couleur que vous n'avez pas, la 4e ligne. Et on voit qu'il y a une nouvelle ressource, qui est la ressource de raid. Que seraient des vikings sans les raids? Ces jetons de raid, il va se passer quelque chose une fois qu'il n'y en a plus dans la réserve commune. Celui qui en a le plus, il va gagner tout un certain type de bonus indiqué sur son Scali, mais attention, il défausse à ce moment-là tous ses jetons raids, et celui qui en a le moins, il les garde tous, mais par contre, il aura appliqué des effets négatifs. Donc, j'allais dire une couche de jeu supplémentaire, mais je dis couche, souvent c'est utilisé de manière péjorative, pas du tout de manière péjorative ici. Hop, on va enchaîner. Ah oui, il y a les aides qui dit il n'y a pas de vote ce matin. Bah, je suis complètement dans les cases. Vous l'avez remarqué? Allez, on va lancer les votes en même temps. Je vais le faire. Là, je vais essayer de rattraper un peu mon retard. On en a mis 5. Oui. Les ruines perdues de Narak, sentier sinueux. C'est une nouvelle extension pour les ruines perdues de Narak. Alors, j'avais acheté la grosse boîte. On n'y a pas joué depuis que je l'ai achetée. Elle était entreposée pendant des plombes, sans la ranger. Ouverte. Ouais, elle est où d'ailleurs? Elle est dans ton bureau, pas loin de la grosse imprimante. Ouais. Mais tu n'as pas besoin d'acheter cette extension, Martin. Parce qu'elle est déjà dedans. Elle est déjà dans le grand coffret d'aventure. J'ai envie de l'acheter. Quand t'aimes bien un jeu, t'as envie d'acheter des trucs qu'il arrive. Mais là, t'as pas besoin. Donc, c'est 2 plateaux supplémentaires, le temple de la chouette et le temple de l'araignée, avec des pistes scientifiques différentes, etc. Mais attention, ce gros warning, si vous avez le coffret d'aventure, pas besoin d'acheter cette extension. Voilà, donc ça ne tarde pas dessus, mais tu vois, parfois tu entends des discours du type on n'est pas des vaches à lait, arrêtez de nous sortir des jeux tout le temps, on n'en peut plus, mais quand tu aimes bien un truc, tu as envie d'avoir des nouveautés, vous n'en êtes jamais obligé d'acheter quoi que ce soit. Et la prochaine communication va te faire plaisir. Tu vas me dire, mais pourquoi tu as mis Agricola, Rachel? Parce qu'Agricola, c'était édité par Funforge, et ça revient en stock avec le logo Lookout, qui était l'éditeur original, et j'allais dire tout revient en stock, c'est-à-dire qu'il y a Agricola qui revient en stock, Fermier de la Lande qui revient en stock, et il y a les nouvelles extensions de deck de cartes auxquelles je sais que tu es très attaché. Il y en a tout plein de nouvelles. Mais c'est pas que je suis attaché, c'est que c'est comme ça que ça se joue, Agricola. Soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. C'est vrai qu'il y a un truc qui se passe quand même, c'est que sur un monde de jeu, on passe... Peut-être moins depuis que tu es là, j'en sais rien, mais en tout cas, on est souvent passé, et il y a eu ce truc, on était l'une des premières chaînes à avoir des joueurs spécialistes des jeux d'ambiance avec Sylvain. Et du coup, pour des joueurs de jeux d'ambiance, et
sans aucune expertise, pas capable de parler. Et j'ai eu des discours comme ça d'éditeurs même qui venaient en me disant je viens pas chez vous sur les jeux experts, hein, je vais plutôt aller voir Pénélope ou d'autres. Pénélope, c'est le même genre de joueur que nous. Oui. On est sur la même ligne, en fait. On est, nous, des joueurs de jeux experts. On s'en est même particulièrement rendu compte pendant les Sabliers d'Or, c'est qu'on avait quasiment que des joueurs de jeux experts autour de la table. On s'est dit, il y a un problème. Notre expertise dans le jeu d'en blanche, on est un petit peu en train de la perdre. Et sur Agricola, pourquoi je dis tout ça ? C'est parce que sur Agricola, je ne joue pas trop en mode jeu d'ambiance, je joue plutôt en mode expert, c'est-à-dire avec le draft de cartes avant. Et c'est tout un débat entre les joueurs qui connaissent bien ce grand classique du jeu de ferme dans lequel on développe sa petite ferme. C'est qu'il y a plusieurs façons d'y jouer. Soit on y joue de manière très très légère en posant directement les puits, les différents bâtiments que l'on va pouvoir récupérer sur la table, on joue que avec ça et sans les cartes. Soit on y joue en manière un petit peu plus initiée, en distribuant des cartes un peu au hasard autour de la table. Il y a différentes façons de le faire, mais on s'adapte aux cartes qui vont faire le moteur de notre jeu, auquel il va falloir s'adapter justement pour pouvoir les relire, les comprendre et les jouer dans le bon sens. Ça, c'est la deuxième option. Mais ces deux options-là sont frustrantes quand on aime bien maîtriser ce qu'on est en train de faire. La façon que j'aime de jouer à Agricola, c'est vraiment le draft. C'est-à-dire qu'on distribue 7 cartes à chaque joueur autour de la table. On les analyse. Je ne sais plus si c'est 7 ou 10 d'ailleurs. En tout cas, on en garde 7 si je me souviens bien. Ah, ces experts du jeu expert. Ouais, je ne suis pas vraiment... Ouais, bon, bref. On les analyse. Et on construit une stratégie. Oui. Et ce moment-là, il est passionnant parce que derrière, il va y avoir, c'est un jeu de pose d'ouvriers, de récupération de ressources, il va y avoir cet aspect-là, mais on ne le joue pas au hasard. On le joue en fonction d'un objectif qu'on s'est fixé, on le joue en fonction des cartes qu'on a vues, qui sont passées chez les adversaires. Et cet aspect-là, il est passionnant en lui-même. Le jeu de base, je comprends qu'il soit pas très intéressant pour certains, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui me disent « Ouais, mais on a fait tellement mieux en pose d'ouvrier. En pose d'ouvrier sur un plateau où tout est sur le plateau, oui, on a fait mieux. » Et ceux qui me disent « Je préfère Caverna », je comprends en fait que vous préfériez Caverna si vous y jouez pas dans cette version-là, qui est que moi j'adore. Le côté draft, c'est le moment que je préfère du jeu Agricola, c'est le moment que je trouve le plus enrichissant mécaniquement. J'adore les deux, nous dit Joypad. Moi je me marre parce que je savais qu'en disant ça, j'allais te faire démarrer au quart de tour et que t'allais partir. On est là pour ça. Et moi Caverna, j'ai pas envie d'y jouer parce que je préfère largement cette phase-là que je trouve intellectuellement riche. Ce que j'adorerais, tu vois, moi, sur Agricola, c'est qu'on ait la possibilité, c'est une question financière à chaque fois, mais la possibilité de faire une semaine spéciale ou un truc autour du jeu pour montrer toute sa richesse, parce que ce que je vous ai raconté là en 2 minutes, on a envie de le faire en plusieurs vidéos. Non, mais c'est vrai, on a envie de montrer, parce que souvent j'en parle, mais les gens n'ont pas joué à la version draft, donc ils me disent « Ouais, non, t'as tort, moi je préfère Caverna. » Ok, mais c'est toujours ce truc de... On a tous un avis, mais on n'a pas... Dites-nous dans les commentaires, je vous lis là dans le chat, ça défend Caverna, mais sur YouTube, dites-nous si vous préférez Agricola ou Caverna, et si oui, pourquoi. Mais non, mais surtout si vous y avez joué comme ça, parce que en fait c'est con, mais on donne des avis, on n'a pas joué au truc, c'est très difficile de se projeter quand on n'a pas fait, parce que ça demande un peu de temps et d'investissement de jouer à un jeu comme ça rajoute une demi-heure avant la partie quand même, hein, donc le draft, du coup, moi j'ai une question, j'ai pas révisé le nom des petites extensions de deck de cartes qui étaient sorties, mais j'ai remarqué qu'elles étaient toutes par ordre alphabétique à chaque fois. Et est-ce que tu as une raison à me donner? Parce que là, les nouvelles, tu vois, elles s'appellent Corbarius, Consul Dirigens, entre C et D, Dulcinaria, par un D, et Fiparis, qui commence par un E. Pourquoi à chaque fois, ça prend la première lettre de l'alphabet? Ah, je sais pas. Tu vois, la première s'appelait Abacus, ça y est, ça vient de me revenir. Celle par B, je me rappelle. Je sais pas, pour les identifier, j'en sais rien, il n'y a peut-être pas une raison, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu la version belge, le deck français, le deck championnat du monde, machin truc. Et en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir autant, si ce n'est varier les stratégies et découvrir de nouvelles façons de jouer, mais ça s'adresse à un public extrêmement restreint, hein, là pour le coup, parce que c'est vraiment ceux qui font du draft, sinon, bon... Et du coup, voilà, ça, à chaque fois, c'est des nouveaux aménagements et des nouveaux savoir-faire. J'avais juste envie de m'arrêter sur Corbarius, vous dire que c'était des cartes qui étaient issues de tournois, donc qui avaient été créées spécifiquement pour les tournois auxquels les joueurs vont pouvoir maintenant accéder. Il y a la dernière, celle qui a un format un peu étrange, Ephiparius. C'est des cartes fan-made, mais qui ont toutes été validées par Uwe. Et dans Consul Dirigens, c'est un nouveau mode, une carte papa et une carte maman que tu vas avoir en début de partie. La maman, c'est un bonus que tu sais que tu vas avoir un certain tour. Et le papa, c'est des seuils que tu essayes d'atteindre. Il a des objectifs dans la vie, le bonhomme. Voilà, c'était tout. Je vous ai mis Moi, je suis plus rapide. Je vous ai mis les votes sur ces différents jeux, mais je mets qu'un seul Agricola. Je pense que c'est pas la peine de mettre toute la gamme complète.
Ça va être difficile pour vous de dire, ah, celui-là, j'aime plutôt le deck Corbarius que celui... Oui. Là, on tombe dans le ridicule. Hop, je rattrape un petit peu les précédents que je n'avais pas mis. Et donc, vous pouvez aller sur umdj.fr pour voter pour les différents jeux, pour nous indiquer tout simplement ceux qui vous intéressent plus particulièrement, ou pas, hein, puisqu'on donne son avis dans le sens que l'on veut. De temps en temps, on a des commentaires de personnes qui nous disent ah, je comprends pas le système de vote sur 100 et tout. C'est comme ça, c'est un vote sur 100. On va pas changer notre système. C'est une température. Non, mais ça revient souvent, hein, ce genre de discussion. On s'en sort très bien et on arrive. En fait, ça nous donne des valeurs communes en fonction des différents événements qu'on fait et ça restera ce vote-là. Et manque rusé, hop, je rajoute tous les jeux. Et moi, j'attrape le prochain jeu. Et voilà. Le prochain. Alors celui-ci il m'a donné drôlement envie en fait quand je l'ai vu arriver au chalet. Mais My ça va Murder être... Mystery, protocole final, monnaie de singe, c'est des belles boîtes. Et Ça te donne envie d'ouvrir. Il y a ce côté, tu sais, quand tu as un beau bouquin, tu as envie de le feuilleter. Ben là aussi, Emmanuel et Briano. Et pareil. Les deux. Ok. Et donc c'est de la Murder Party clé en main. On avait déjà connu ça en boutique de jeux, une série qui marchait vraiment très bien, qui était Culinario Mortale. Donc j'ai lu les règles. En fait, j'ai envie de dire, j'y ai pas joué parce que ça s'organise, puisque ça se joue de 5 à 7. On est tous motivés là au chalet. Oui. Hein. Je sais qu'Aline, elle serait ravie de faire ce genre de jeu aussi. Elle a envie de tuer des gens de toute façon. Régulièrement. Donc c'est un mélange entre Murder Party et Escape Game, puisque l'histoire elle est déjà tracée, et on a reçu un personnage en début de partie qui va nous dire si on est le coupable, ou essayer de trouver le coupable, mais on a aussi des objectifs qui vont être ne pas être mis à jour par les autres joueurs sur ce point-là de l'histoire. Ici, on a un braquage de casino qui foire un petit peu mal, et celui-ci, j'ai pas lu la lore. Mais là où je me suis dit que ça se rapprochait pas mal du jeu de société, c'est qu'il y a des piles de cartes. En fait, on va pouvoir aller fouiller différents lieux, retourner à son tour de jeu, retourner le lieu et j'allais dire enquêter tous ensemble sur celui-ci, mais en fonction de si tu révèles la première, la deuxième ou la troisième carte de ce lieu-là, de temps en temps, le joueur qui a fait l'action, il va pouvoir aller lire une carte top secret qui lui donne des informations complémentaires. Et 2 fois dans la partie, chaque joueur va pouvoir dire à un personnage « Non, Martin, je veux pas que tu ailles dans ce lieu-là, parce que j'ai peur sinon que tu comprennes ce qu'il est en train de se passer. » Donc oui, j'ai très très envie d'y jouer. Ouais, moi aussi. Ça me tente beaucoup. On va essayer de voir comment on peut s'organiser ça. Et avec qui il faut être combien minimum? Parce que c'est ça la difficulté. 5 à 7. 5 personnes. Après, il faut trouver, parce qu'on est déjà 3 avec Aline, il faut trouver 2 autres personnes qu'on aime bien. Oui. Non, on peut peut-être jouer avec des gens qu'on n'aime pas trop. Bon, d'accord, j'invite mon chéri. Non, je rigole, chéri, c'est pas vrai. Regarde l'émission. De temps en temps, s'il est réveillé. Je sais pas s'il est réveillé, il dormait bien ce matin. Le secret de la fleur éternelle. On aime beaucoup le titre, on a bien rigolé avec le titre. Ah bon? Bah oui, dans les allées du festival, hey, tu connais le secret de la fleur éternelle? Je me faisais pousser, les gens disaient ah, mais laissez-moi avec vos connotations sexuelles là. C'est un jeu de Fanelia qu'on recevra au chalet dans les prochains jours. Juin, oui. Et avec une fleur éternelle à l'intérieur. Mon Dieu, t'es terrible. Donc déjà, la chose qu'il faut signaler, c'est que c'est dans un emballage un peu particulier. C'est dans une toile de jute et à l'intérieur, vous avez 10 cartes postales avec du texte, différentes choses qu'on retrouve en commun. Mais l'idée de ce jeu d'enquête, si tu mets un peu la vue du dessus pour que vous voyez le matériel, hop, j'ai pas le retour, donc je sais pas si je suis centré, mais là, à peu près. Donc, des illustrations, du texte, des éléments de jeu. Et juste à travers ces 10 cartes postales, il va falloir que vous trouviez quelle est la fleur éternelle et comment vous allez vérifier. Ah ah! Comment vous allez vérifier? En plantant ça avec la terre qui est aussi dans le jeu, dans un petit pochon en plastique que vous allez mettre dans votre sac de jute, et dans quelques jours, quand ça poussera, la carte vous donnera la réponse. Si la fleur qui pousse est bien celle que vous aviez choisie, vous venez de résoudre le secret de la fleur éternelle. Bah, il y a un petit côté poétique, ça marche pas dans toutes les saisons? Si, tu mets si, oui, je pense que ça peut se faire en intérieur sans problème. Donc j'ai commencé à le faire dans le métro et j'ai déjà résolu un petit mot-clé. Ah, t'as planté des fleurs dans le métro? Non, j'ai pas planté des fleurs dans le métro. On voit qu'il y a plein d'énigmes, c'est des énigmes 3D. On se sert des cartes, là on voit bien qu'il y a un truc en commun. Ici, il y a un truc en commun. Voilà. C'est marrant. C'est une carte postale ensemencée.
Après, est-ce que les fleurs coûtent plus ou moins cher? Ça, j'en sais rien, moi. Quand tu achètes oui. des graines de fleurs, Oui, très probablement. peut-être qu'il y en a qui sont très très chères, tu te dis, bon, ça sera pas celle-là, ça va être compliqué pour l'éditeur de la publier. J'en sais rien, je sais pas, moi. Ah, donc du coup, tu es en train de me dire que c'est des géraniums. Mais c'est pas cher, les géraniums? Si ça se trouve, j'en sais rien. Je suis pas du tout une... Bon, on va vous faire voter pour ça aussi. La fiche n'est pas créée, donc il faut que je la crée. Ensuite, on a alors, mini-jeu des professeurs puzzle, on aime bien, et c'est ceux-là qu'on a joué déjà, non? Oui, Donc, c'est ça, mais maintenant ils que ça sort. étaient pas sortis, Voilà. et ça sort maintenant. J'ai pas fait 5 fiches, je t'ai fait une seule fiche pour dire... Il y a 5 petits jeux de dés, qui Ouais. sont pas mal des jeux de stop ou encore. Il y a un shot de box, et il y a un jeu de lettres à l'intérieur. Et pour les boutiques qui nous regarderaient, s'il y en a, c'est un présentoir où de toute façon, vous ne pouvez pas panacher. Le présentoir, il est tel quel. Voilà, on l'avait montré en vidéo, je sais plus quand. Sur une matinale, quand on Ouais. les avait reçus. Exactement. Rachel, son préféré, c'est Groin-Groin. Je me souviens plus. Je sais que c'était rigolo. Skiboo Express. Skibbo, Martin. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oh, je sais pas, moi j'ai toujours dit Skibbo. Ok. Il n'y a pas de O. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à en dire. Skibbo Express, ça fait partie de ces jeux où on peut passer vite. C'est Skibbo, mais en version 2 joueurs. Voilà. Ils n'ont Alors. pas appelé Skibbo Duel, mais Skibbo Express. Est-ce que vous avez déjà joué à Skibbo dans le... C'est chez qui ça? C'est chez Mattel aussi, je crois. Dans les gros éditeurs, les grosses marques. Ten First. Donc Ten First, c'est un jeu qui est édité par son autrice, dont j'ai oublié le nom, c'est Elisabeth, mais j'ai oublié son nom de famille, Moore. Elisabeth Moore. C'est elle qu'on a croisée à Alors toi, tu l'as vu à Ludiverse, Ouais, moi je l'ai à peine croisée, je l'avais rencontrée à Paris et Ludique l'an dernier, une personne très très agréable qui a créé ce jeu et qui l'a édité elle-même, qui a un petit jeu particulier où on va faire une pile de cartes en commun et les cartes que vous avez en main sont perforées et sur les endroits où elles ne sont pas perforées, elles ont des symboles. Vous allez choisir dans quel sens vous posez votre carte, ça va faire apparaître des symboles qui disent vous récupérez des cubes à droite, à gauche, au-dessus, et vous les placez sur votre plaquette, donc vous allez faire attention à ce que vous récupérez. Vous avez une couleur. Ces cubes-là, vous voulez en récupérer parce qu'ils vont vous rapporter des points, mais ils vont vous rapporter des points à condition que vous n'explosiez pas sur les autres couleurs. C'est quand je commence à récupérer du jaune, je pourrais en récupérer maximum 4, parce que si j'en récupère plus, je pète. Les verts, si je choisis de les placer dans la deuxième colonne, 3 pas plus. Ah pardon, tu montres pas le Je matériel suis de jeu. désolé, pardon, excusez-moi, j'étais en train de rentrer les trucs et je n'ai peut-être pas montré sur les précédents non plus. Donc là, voilà, on essaie de récupérer sa couleur, ceux des autres, mais avec parcimonie, parce qu'à la fin, on multipliera les cubes qu'on a récupérés à notre couleur par les autres lignes, si elles sont complètes, sans avoir à exploser. Donc petit jeu très malin, et Elisabeth, une personne très agréable. Qui est présente sur le chat, donc on lui passe un petit bah coucou. oui. Bah oui, c'est Mouse Ah, Mouse Cheese Games. Games. On ajoute le jeu, vous pouvez voter pour. Oui, parce que j'étais en train de rajouter les jeux, les derniers sont pas encore sur l'application, ils sont que sur notre outil pour l'instant, donc je les rajoute manuellement. On vous montre le matériel de ce jeu-là, et c'est vrai que l'initiative de créer un jeu soi-même, à compte d'auteur, et parce qu'on a une bonne idée, parce que ça nous fait plaisir, et pour l'emmener jusqu'aux boutiques, c'est toujours un chemin du combattant, donc il n'y a pas beaucoup de relais pour ces auteurs-là. Non, et c'est pour ça que on a malheureusement plus de 30 sorties cette semaine, donc je vais vite, Elisabeth, et tu m'en excuseras, mais il y a quand même une mécanique rigolote de poser des cartes, faire apparaître des symboles, et faire attention à ne pas faire exploser son petit plateau personnel. Voilà, vous avez vu le matériel, vous connaissez le jeu, vous avez l'autrice sur le chat, vous pouvez discuter avec elle également pour le découvrir. Et après, évidemment, ce qui fait toute la différence, c'est le bouche à oreille sur ce genre de jeu. C'est ceux qui ont joué qui pourront en parler davantage et vous les conseiller éventuellement. Voilà pour Ten First. On continue avec Bombs, c'est ça ? Bomb 5, mais Bomb effectivement, 5. ça fait un petit jeu de mots avec le Bombs, S majuscule, mais je pense que c'est un petit peu voulu. Fabrice Puello, l'auteur de ce jeu. Est-ce que tu te rappelles quel jeu il a fait tout récemment ? Je me rappelle de son nom, mais alors quel jeu il a fait tout récemment ? C'est un jeu abstrait chez Gigamic. Ah, Comet ? Oui, c'est l'auteur de Comet. Tout à fait, donc c'est un jeu qui s'inscrit dans la gamme chez Matago. Ils avaient fait Lynx sur ce jeu-là, je ne sais plus si c'était avec un X, un K, mais vous avez l'idée. C'est un jeu dans lequel vous allez à chacun de votre tour placer une carte avec une valeur dans l'idée de faire
de manière optimum la valeur 5. Parce que si vous faites la valeur 5 en ligne ou en colonne ou les deux, vous allez pouvoir placer un élément à votre couleur et sur l'autre extrémité, placer ou retourner une bombe qui serait positionnée. Les bombes ayant des effets qui permettent d'empêcher, de retourner les éléments de couleur des différents joueurs. Et on essaye d'être le premier à placer les 5 éléments de ce couleur sans se faire retourner. On l'a reçu hier, on va essayer d'y jouer bientôt. Ah bah oui, bien sûr. Tilt and Shout, celui-ci, on vous a présenté le jeu en émission, vous pouvez le découvrir sur la chaîne. C'est un jeu qui tient aussi par son matériel, parce que quand on voit ce matériel sur la table, ça attire l'œil. Il avait déjà eu le droit à une distribution, alors surtout sur les plateformes type Amazon, directement par l'éditeur d'origine. Là, cette fois-ci, il est redistribué par Tribuo, et c'est Big Moustache Game. Games. Non, c'est chez Banjo. Enfin, Big Moustache à l'origine, maintenant c'est Big Potato Games, pardon. Et c'est maintenant Banjo qui le distribue. Donc c'est un jeu d'ambiance. Big Potato Games, ils avaient fait d'autres types de jeux. Il y en avait un avec un sablier, un gros sablier qu'on retourne. 10 secondes de feu ou 20 secondes de feu. 20 secondes de feu. J'ai mis trop 20 secondes de feu. C'est basé sur le matériel original, et le matériel est original aussi. C'est simplement un jeu de ping-pong. On va tirer un thème. Il va falloir donner quelque chose en rapport à ce thème. Par exemple, on pourrait dire des nombres entre 1 et 10. Non, ça marche pas. C'est des thèmes qui marchent comme ça. Des noms de doigts de la main, et on appuie. Je commence. Dès que quelqu'un auriculaire, pouce, annulaire, index, majeur. Et il n'y en a plus. Ah, t'as perdu. Et du coup, en appuyant sur la balance, il y a une bille qui roule et qui va tomber. Si jamais elle tombe de votre côté, parce que vous venez d'appuyer, votre adversaire a perdu. Et on essaye de... Alors il y a un petit système très malin en dessous, je ne sais pas si on le voit, pas du tout. Il y a des cales qui fait que l'inclinaison sera plus ou moins forte, plus on marque de points, plus on avance la cale vers nous, et du coup notre inclinaison est moins forte de notre côté, et la bille elle roule moins vite quand c'est de notre côté que celui de l'adversaire. Ça permet de rééquilibrer les chances. Oui. Un système de ketchup. Bon, c'est malin, c'est un système de jeu qu'on connaît, qu'on a vu 1000 fois, mais par contre, le matériel fait le jeu. Exactement. Les œufs sont faits. Donc un tout petit jeu de dés qui aurait pu se retrouver dans la gamme de Professeur Puzzle, donc où on lance des dés façon Yams et on essaye de faire des combinaisons, l'œuf cuit à la vapeur là dans la marmite, l'œuf au plat associé avec la poêle. Mais il y a un truc rigolo, et j'ai envie de dire que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que le jeu est engageant. Quand dans ma combinaison je fais des œufs pourris, ils ne sont pas du tout bloqués, je peux tout à fait les relancer. Mais si au bout de 3 lancers j'ai fait des œufs pourris, il faut savoir que c'est le joueur suivant, ou le joueur de droite, mais on s'en moque, qui va lancer ses œufs dans ma place dans l'idée d'essayer de casser des combinaisons. Et ce truc-là fait qu'on était tous en train de regarder, vas-y, fais-lui des poulets pour qu'il marque pas tous les points qu'il avait prévu de faire. Et j'ai trouvé que toutes les parties qu'on avait faites autour de ce jeu avaient toujours été très marrantes. Et c'est un petit jeu dans la boîte métal qui fait suite à Punto et compagnie. On a Ludinat qui nous dit c'est malin et très frais, Ten First, jouez-y. Oui, mais je valide tout à fait cet avis. On continue avec... je regarde parce que je n'ai pas rentré tous les jeux. Qu'est-ce que je n'ai pas rentré? Le secret de la fleur éternelle, oui, il faut que je rentre. Collect. Alors, Collect, ça c'est un jeu de cartes qui peut s'installer durablement sur les tables. Moi, j'y crois beaucoup à Collect. C'est marrant parce qu'il y a des avis qui sont partagés et je pense qu'on est vraiment dans ce type de jeu où l'ambiance autour de la table compte. C'est un élément moteur de ce type de jeu. Le principe est très simple. C'est un jeu qui est signé par Jérémy Ducré et Johan Goupy, qui sont tous les deux venus au chalet assez récemment. On a tourné la vidéo. On ne l'a pas diffusée encore, hein, c'est ça? On n'a pas encore eu la validation. La validation officielle, mais on a tourné la vidéo avec Johan Goupy. Très chouette vidéo d'ailleurs. On a passé un super moment ensemble. Et c'est un jeu qu'on a eu l'occasion de ressortir plusieurs fois depuis. Et de le faire découvrir à pas mal de monde au chalet, parce qu'on a eu la boîte un petit peu en avance. Il y a de la curiosité des éditeurs autour de ce jeu-là. Il peut rentrer d'une certaine manière dans une catégorie où on pourrait mettre un Sea Salt and Pepper, ce genre de jeu, mais avec peut-être une dimension d'ambiance. Plus drôle. On est plus vers l'ambiance que Sea Salt and Pepper. Oui, mais il y a un côté malin. En fait, c'est exactement alors non, j'allais dire c'est exactement le genre de jeu que j'apprécie. Non, c'est vraiment entre deux eaux, entre le petit. Il y a des bons coups à faire, il y a des bons coups à réaliser. C'est pas toute la partie où il y a le combo ultime à réaliser, et c'est un jeu porté par une ambiance forte. Le principe de pioche. Je prends la première carte de la pioche, je la montre à tout le monde. Est-ce que je la veux ou est-ce que je la veux pas? Si je la veux pas, je la remets au sommet d'une des pioches et j'aurai pas le choix, je devrais prendre la seconde. Mais cette carte, je peux la poser que dans l'extrémité
de ma rivière, dans l'idée d'être le premier à aligner 4 animaux. Mais l'animal, quand je le pose, chaque animal va avoir un effet qu'on comprend très vite thématiquement. Le crocodile, il bouffe une carte chez un adversaire. Martin il se rapprochait de la victoire. Le crabe, ça permet de déplacer. Le singe, d'échanger. Le lion, d'offrir une nouvelle condition de victoire. Plein d'effets très très intuitifs. Et puis on essaye d'être le premier à atteindre 2 victoires pour l'emporter. Moi, un de mes coups de cœur de la semaine. Voilà, Oui, ça c'est dit. mais moi aussi. Et en fait, c'est un jeu sur lequel je nous sens, alors pas qu'un monde de jeu, hein, mais de manière générale, les influenceurs, les gens qui font des contenus, les créateurs de contenus, je préfère ce terme, une responsabilité, c'est-à-dire que il faut, parce que j'ai eu des retours très différents sur ce jeu. J'ai eu des gens qui ont détesté en disant bah, c'est complètement nul, Collect, je comprends pas pourquoi ce jeu sort. Et tu dis ah, ils n'ont pas compris eux. Et il s'est pas passé, l'alchimie n'a pas eu lieu autour de la table. Ce qui arrive sur plein de jeux, hein, sur un soupçon là qui sort également, il y a également ce même genre de fait. C'est-à-dire qu'en fonction des tables, si les gens ne jouent pas le jeu d'une certaine manière, si les gens le sont, parce qu'il est un peu froid, comme mécaniquement, c'est pas contrairement à un Flip 7 où tu vois qu'il faut mettre l'ambiance, là tu le vois pas forcément. Il faut y mettre du tien, mais clairement, quand tu as dit, tu prends une carte, tu la regardes et tu la reposes éventuellement au-dessus de la table, tout le monde l'a vu. Et on sait qu'elle peut intéresser très fort un autre joueur. Et c'est ça qui déclenche de l'ambiance. C'est que les autres joueurs vont te dire non, mais prends-la. Regarde, juste après, il y a Rachel, elle en a besoin. Ah ouais, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Non, mais je te laisse la prendre pour l'empêcher de jouer. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui crée de l'ambiance. Qui marche très bien parce que le jeu a été développé vraiment à travers ça et ils n'ont pas compris ou ça leur plaît pas, nous dit un culte savant. Oui, bah, complètement, moi j'interdis pas à qui que ce soit d'aimer ou de ne pas aimer un jeu, bien au contraire, mais je nous sens une responsabilité de bien le présenter. C'est pas de rétablir la vérité, il n'y a pas de vérité, mais c'est de bien présenter les choses pour que vous compreniez pourquoi nous, on a aimé, tout simplement. Et comment, plus exactement, on va aimer si on est ce type de joueur. C'est toujours ça le but de ceux qui présentent un jeu. C'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Parfois, oui, mais c'est surtout de dire pour qui c'est bien, quand c'est bien. Mais c'est effectivement, maintenant que j'y pense, la relation avec Sea Salt and Pepper, elle est forte, puisqu'il y a ce truc dans 2 pioches, et il y a quand même pas mal de contrôle de par les effets des animaux. Et moi, le fun, je le jouais ailleurs, il y a une part de mémoire, puisqu'on repose les cartes quand on n'en veut pas sur une pioche, et donc on peut mémoriser ce qui est en train de s'empiler. Et moi, je jouais avec ma mémoire défectueuse, mais la mémoire défectueuse des autres, en leur disant « Mais si, prends-le, c'est un crocodile, comme ça tu vas pouvoir détruire la carte de Martin. » Et la personne, elle prend la carte persuadée que c'est un crocodile, parce que je lui ai affirmé en le regardant très gentiment dans les yeux que c'en était un, alors que pas du tout. Bah oui, et puis nous on s'éclate avec ça, parce qu'on a créé un truc autour de la table, ça nous fait bien plaisir. Voilà, pour ce jeu. Et avec les illustrations délicieusement débiles de Simon Caruso. Tout est dans la débilité, lui, c'est fou. Le coupable et carnivore, on a déjà parlé en bien de ce jeu qui est... Est-ce qu'il est bien ce jeu? On en a parlé en bien parce que nous, on sait, c'est toujours pas, c'est la même chose en fait. Est-ce que le jeu est bien? Peut-être. Est-ce qu'il a des défauts? Peut-être, sans doute également. C'est une petite boîte, petit matériel. Il aurait pu être, ça pourrait être une appli, hein, ce jeu. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas été une appli à la base. Ah non, ça me dit rien comme ça. Mais nous, on sait que c'est bien pour nous, et du coup, le but de nos présentations aussi, c'est de vous dire pour qui c'est bien. C'est ça tout le défi. C'est un jeu de déduction logique dans lequel vous allez avoir une énigme avec des personnages, des affirmations associées à ces personnages. Donc il y a toute une série de défis qui sont présents à l'intérieur, qu'il faut réussir à comprendre, plus ou moins difficiles. Vous allez les placer et en jouant notamment sur la formulation. Donc on est sur un jeu de déduction qui utilise la langue, c'est ça. Donc le côté langage est essentiel parce que ça va jouer sur des négations, il va falloir se réfléchir à partir des mots. Ça crée quelque chose de très original. Quand je vous dis que ça pourrait être une appli, complètement. En fait, on pourrait avoir ça sur son smartphone et donner une indication. Le fait d'avoir un jeu de cartes, est-ce que ça apporte quelque chose? Une simplicité, moi, en ce qui me concerne, parce que c'est vrai que des fois, j'ai la flemme de sortir, et puis surtout, le fait de pouvoir jouer à plusieurs, tout simplement, de pouvoir se mettre autour de la table, alors que c'est un jeu solo, a priori. Et ça se joue en plusieurs, ça se joue en coopération, donc effectivement, très bon jeu solo, mais hier, quand je préparais les sorties, je me suis dit, il faut que je pense à apprendre Coupable et Carnivore, je n'avais pas fait jouer avec mon chéri, ça va être typiquement un jeu qui est posé pas très loin de la machine à café, et quand on est deux à prendre le café côte à côte, on en fait un tiré aléatoirement. Plutôt que de parler de la vie. Oui, c'est bon, on se connaît. C'est bon, quoi. On va plutôt faire un Coupable ou Carnivore. On a bien aimé. On l'a eu plusieurs fois. Alors, il faut savoir que dans l'équipe, on a Johan
et Pénélope. qui sont des dingues de jeux de déduction de manière. Merci de finir mes phrases, parce que on sent que c'est poussif de mon côté. Désolé, je te daronne. Non, c'est un vrai merci. En ce moment, je fais les matinales, mais je suis un peu ailleurs. Je suis dans le pâté. Bétrial, alors ça c'est les cartes des âmes perdues, on a souvent des extensions. Alors, de quoi s'agit-il là? Non, c'est pas une extension. Non, c'est un jeu à part entière, dans lequel il va y avoir potentiellement pareil un traître. Je l'ai très mal dit, je pense. Un Bétrial, comment on dit? Betrayal, le deck des âmes perdues. C'est un jeu dans lequel on a différents types de cartes qui sont des objets, mais aussi des choses qu'on va devoir poser qui sont pas très bonnes, qui sont des contraintes et on doit en poser une à chaque tour. C'est des prophéties qu'on doit réaliser, celles qui sont au centre de la table et celles qu'on va poser de manière successive. Mais il y a un joueur qui essaye de pourrir tout ça et on va essayer de comprendre qui il c'est pour contrer ses plans. Désolé, il y a beaucoup de sorties, j'ai pas eu le temps de tout bien lire. Des fois j'ai fait des lectures de règles en diagonale. Alors, on a présenté tellement de trucs ce matin entre les jeux qu'on a vus sur les salons et ceux qu'on vous présente là. Et il me tarde de vous parler de mon coup de cœur. Torgal, le jeu de cartes. Alors, licence, forcément, à travers cette bande dessinée incroyable de... C'est Rosinski, je crois, l'auteur de la bande dessinée. Oui, il est noté ici, Grigor Rosinski. Il ne devait pas être tout seul sur Torgal. Est-ce qu'il y avait... Ça doit être le nom des autres illustrateurs. Alors, ouais, mais le scénariste, il est rarement présent premier des illustrateurs. Quel était le scénariste de Torgal? Est-ce que c'est Van Hamme, comme toujours? Surtout les albums de cette époque-là, de tête, j'ai un doute. Mais vous allez me dire ça sur le chat. Ouais, c'est Van Hamme. Merci. Et donc, et là, j'ai revu, et Torgal continue, tous ces albums qui existaient quand on était gamin ont droit à des suites. J'ai revu des intégrales et c'était pas si extraordinaire, Torgal. Hein. C'était pas la meilleure BD de Rosinski et Van Hamme. Je vous conseille Le Grand Pouvoir d'une Schinkel, qui était incroyable de ces auteurs-là. J'ai une petite envie. Je crois que les Torgal, je les avais pris en version noir et blanc en recueil. C'est pas de la BD, pardon. Ça y est, je suis reparti. Mais j'ai l'envie, tu sais, de prendre des recueils de toutes ces aussi pour replonger dans un autre univers. Et donc Torgal, le jeu de cartes, puisque nous avions eu déjà Torgal, le jeu de plateau. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4, mais il faut savoir que le livret de règles est en deux niveaux, c'est-à-dire que le jeu, la première fois, il faudra l'aborder à 2 avant de comprendre comment ça marche à 3 et 4, parce que déjà à 2, j'essaie de lire les règles dans leur totalité, c'était pas simple. C'est toujours mieux en y jouant, le jeu de société, c'est sa force au jeu de société. Donc c'est un jeu à 2 où il faut savoir qu'on va jouer à chaque manche de manière alternative, soit un camp, soit l'autre, dans l'idée d'essayer de conquérir des territoires quand vous jouez un camp, ou d'empêcher votre adversaire de conquérir des territoires quand vous jouez le fléau. Donc il y a une condition de victoire, être le premier à conquérir 3 terrains, et donc obtenir 3 cornes de brume, ou à un moment donné, si votre adversaire vous inflige beaucoup trop de dégâts de fléau, et que vous ne pouvez pas défausser des cartes pour résister à ces dégâts de fléau, vous avez perdu la partie. Donc ça, c'est vraiment les règles des jeux à 2, et j'ai pas pu me plonger, je n'ai pas eu le temps dans les règles du jeu à 3 et 4. Duncan me demande si je préfère la version noir et blanc ou la colorisée du Grand Pouvoir du Schinkel. Pendant 10-15 ans, il n'y a eu que la noir et blanc. La colorisée, elle est arrivée beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce que je préfère? Rien. Je pense que là, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je crois que c'est de la couleur numérique, hein, ce qui n'était pas trop le ton de l'époque où ça a été réalisé. Donc ça va être un avis d'émotion, c'est pas un avis logique. Donc ça va être noir et blanc. Bah ouais, parce que en termes d'émotion, moi c'était de la version d'origine, c'est le livre tel qu'il est sorti. Est-ce que c'est logique? Pas forcément. Après. Tu offres les deux pour que les gens y comparent. Non. Plutôt le noir et blanc. Et Duncan, quand on a parlé d'une bande dessinée qui s'appelait Déter, qui m'a fait penser visuellement à un univers comme ça un peu fantastique, j'ai eu envie de me plonger dedans et je suis allé à la Fnac des Halles en allant à Paris. Immense librairie aussi à l'intérieur, avec vraiment, c'est rare de voir une librairie aussi grande en fait, avec autant de contenu, je ne l'ai pas trouvé. Ah, bah moi, quand je suis allé à Besançon, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu, mais moi ça me... Ça t'a pas attiré? Mais je suis curieux en fait, ça m'attire, je ne sais pas si ça m'attire, je suis curieux de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pardon, il était présent dans une plus petite librairie, mais pas dans la grande. Ah là là, j'ai hâte d'être en forme. On continue avec... On prend notre temps, mais parce que on a décidé de faire une émission de 2 heures. Cadas.
Alors, si vous, justement vous voulez construire un bâtiment et que vous avez besoin de consulter le cadastre pour savoir l'emplacement et la taille, ce jeu est fait pour vous. Ah là là, Martin, Ah, il y a une Martin. vidéo. Oui, j'ai trouvé une vidéo, je me suis dit, ah, je vais la partager. Comme j'ai pas trouvé de photos très qualitatives en ligne, j'ai trouvé cette vidéo-là. Je me suis dit que j'allais la mettre à la place. Donc, c'est un jeu abstrait, mais dans l'univers de Cthulhu. À son tour, on prend une tuile de la rivière. Je vous fais la voix qui ralentit pour qu'on puisse peut-être voir quelque chose. Je vais pas regarder la vidéo avant de la mettre. On voit la plage, la mer. Cthulhu, Oui, Saint-Tropez. Cthulhu, on va attendre un petit peu. On prend une tuile, mais on choisit toujours sa face. Est-ce qu'on la met du côté des gentils ou du côté des méchants? Oui, moi je suis de ces gens qui disent les gentils ou les méchants. Et on Michel place. C'est une chanson de Michel Fugain. Ah bon? Ah ouais, avec Les ses gentils paroles, ou les ils méchants? font l'amour le samedi, les gentils, ils font ça n'importe quand, les méchants. Et tu dis, ah, je suis méchant, moi. Bah oui, clairement. Je suis C'était une méchant. chanson d'un film, je sais plus lequel, C'est vrai? avec Pierre Richard. Il faut que j'aille écouter cette chanson. Ça me fait rire. Donc, on prend une tuile dans le marché et on vient la mettre sur l'espace de jeu commun, puisque nous sommes dans un jeu à deux. En sachant que le but, c'est de poser nos petits jetons qu'on pourra poser à partir du moment où on a placé 4 tuiles à notre couleur. Si j'arrive à placer 4 tuiles gentilles et que je suis gentil, au croisement de ces 4 tuiles, je vais mettre un jeton en ma couleur et on va être le premier à poser nos tuiles. Sauf que sur ces tuiles, il y a des petites flèches qui vont avoir des effets de retournement ou de retournement et d'activation des tuiles qui sont pointées par la flèche pour essayer de comboter un max. Combo, jeu abstrait, go. C'est un peu... ça va pas être le seul jeu de la semaine dans ce type-là. Cadas. Ensuite, on a Guerre éclair. Guerre éclair, alors, j'y ai joué, et tu sais que je me suis dit, ah non, je relis pas les règles, j'y ai joué, mais c'est quand même un Warto, donc en fait, il m'en restait pas grand-chose. Ouais. Donc c'est Nuts qui fait ça, c'est les jeux rations et combats, et c'est le 3e opus après 300 et Port Arthur, ouf, je les ai tous de tête. Donc un jeu à 2 d'affrontement, où après cette guerre éclair, cette pénétrée de l'armée allemande et la reddition de la France. Il y a déjà un jeu qui s'appelle Blitzkrieg. Oui, un jeu Donc de ils ne Paolo pouvaient pas Mori. reprendre, ils ont dû traduire le terme. Peut-être, Alors que peut-être. ça s'est appelé Blitzkrieg en France aussi, on n'a pas utilisé le terme de guerre éclair. Et donc, soit on joue les Alliés, soit on joue les Allemands avec des règles. Donc, quand on dit Warto, c'est vraiment du wargame, mais avec des règles plutôt accessibles, portées par une mécanique de jeu de cartes. La particularité, c'est que pour les Alliés, la manière de gagner, elle est très simple. Il faut atteindre une des 3 bases allemandes. Sauf que derrière, on voit qu'il y a des petits chevalets pour l'armée allemande. Vous ne savez pas derrière quel chevalet, l'armée allemande a placé quelle unité. Donc, il va falloir que vous compreniez au nombre d'armées qui en sortent, laquelle est plus facile à percer. Et pour l'armée allemande, c'est pareil, elle a le choix entre plusieurs objectifs. Et vous ne savez pas si elle essaye d'atteindre la Manche ou si elle essaye d'atteindre Paris. Il va falloir que vous le compreniez pour essayer de contrer tout ça. Ah, Paris. Eh ben, ça sent pas bon à Paris. Hein. De temps en temps, je fais des commentaires comme ça sur mon voyage de ce week-end. Pourtant, j'avais le nez bouché, mais ça me gênait quand même. Ah là là. C'est écrit comment, Cadas, je le trouve pas. Attends, t'as la boîte derrière, Martin. K-A-D-A-T-H. Mais alors pourquoi je l'ai pas trouvé dans les fiches? TH, j'ai pas un truc. On continue avec Méandre. Donc Méandre, si tu peux citer les auteurs, c'est Dan Touvenot et William Aubert. William Donc, Aubert, donc c'est dans leur maison d'édition, puisqu'ils ont fondé une maison Exactement. d'édition Perte et Fracas. On a eu l'occasion d'en parler. C'est eux qui avaient fait un jeu avec des pirates, je crois, non Ragnarok avec des vikings un peu rock and Ragnarok roll. Star. Ragnarok Star, tout à fait. C'est toi qui as raison et qui ont sorti Oui, aussi c'était pas Once des Upon pirates a Line. ou des pirates du Nord. Once Upon a Line tout récemment. Ouais. Pareil, ce jeu, j'ai fait qu'un début de partie sur Tabletop et j'ai essayé de me rafraîchir les règles. C'est un jeu un peu abstrait dans la manière de jouer, mais dans lequel il y a une thématique. Parce qu'abstrait, c'est pas lié à la thématique. On va essayer de contrôler le monde des rêves pour placer nos petits rejetons de cauchemar en quantité, enfin le plus possible, sur la tuile de notre couleur de prédilection. Et comment ça va se passer? On voit qu'il y a une rivière de cartes. Je vais choisir une carte et je vais devoir déplacer mon pion en suivant exactement l'ordre qui est requis. Si je prends la carte que vous voyez le plus en bas, c'est bon, vous la voyez bien. Je vais d'abord déplacer mon seigneur des cauchemars sur une tuile bleue, puis une jaune,
puis une grise, puis quand j'arrive sur la tuile grise, je vais pouvoir placer des pions, si ma couleur de prédilection c'est bleu, sur toutes les tuiles bleues adjacentes, et ensuite on va faire grandir ensemble ce plateau de jeu commun. Si j'arrive sur une tuile grise, je peux placer une tuile de n'importe quelle autre couleur. Si j'étais arrivé sur bleu, j'aurais pas pu placer une bleue, en sachant qu'il va grandir un petit peu en 3D. Il y a un nombre maximum de rejetons qu'on peut placer sur les tuiles, donc forcément on va devoir jouer à certains endroits du plateau différents. Voilà ce dont je me rappelle. À un moment donné de la partie, vous lootez aussi, vous lootez, je parle jeu vidéo maintenant, vous récupérez une petite asymétrie et donc un pouvoir particulier. Voilà. Méandre. Donc, j'ai pas encore joué, donc je peux pas en parler davantage. Ivo, tu m'en as parlé, ça? Pas Ivo, Hiro. Hiro. Ah, du coup, tu casses ma blague, mon chéri. Il a fait une blague très drôle. Ouais, je suis prêt. Je prépare mon sourire. C'est chez Don't Panic Game. Matsutoto, j'arrive pas à lire. Après, je peux zoomer, je suis bête. C'est un jeu de Masato Uesugi et c'est l'auteur de Paper Tales. Ah. Et donc, du coup, ça va. Je l'ai vu de suite à la lecture des règles et ça m'a confirmé ce que je me suis dit. Il faudra que tu vérifies si c'est l'auteur de Paper Tales parce que dès la lecture des règles, on le comprend. J'aimais beaucoup, moi, Paper Tales. Oui, c'est un mélange de Paper Tales et de Château Combo. On va constituer une grille de 3x3 et on essaye d'être le premier, d'atteindre le plus de points de victoire à la fin de la partie, qui est atteinte soit quand un joueur a terminé sa grille, soit dès qu'un joueur atteint 40 points et celui qui en a le plus l'emporte. La blague de mon chéri étant, c'est quand qu'il y a une extension qui arrive. Et moi je sais déjà qu'elle s'appelle Petit Patapon. Ah. Hiro, Petit Patapon. Héron, Petit Patapon. Oui, mais c'est Héron. Oui, il fait comme il peut, il m'a fait rire. D'accord. C'est tout. Ah, je sais pas, est-ce que vous le validez sur le chat? Hiro, Petit Patapon. Ou est-ce que vous avez une autre proposition de blague qui va aussi avec, qu'on pourra réutiliser si on refait cette matinale de présentation de jeu? Mais quand tu l'as prononcé, Hiro, j'avais même pas fait attention que ça doit être clairement lié à la prononciation. Hiéroglyphe. Hiéroglyphe, oui. Mais mon chéri fait jamais des blagues, du coup il m'a fait à 80%. Rire. Dis-moi que t'es dans le chat, mon chéri. Meilleure blague ever, nous dit Mamie Zinzin. Ah, tu vois. Hiro de la Luna, en fait, elle est mieux, celle-là. Ah, Hiro de la Luna, c'est vrai que moi, je valide Hiro de la Luna. Je veux pas être désagréable, mais bon. Voilà. Donc, allez, mets une vue du dessus, parce que je veux montrer aux gens que c'est très simple, et à quel point c'est très bon. Je suis désolé Martin, j'avais décidé que je m'éterniserais sur ce jeu. Et pour vous montrer à quel point je l'ai aimé, c'est le moment où j'annonce que la tombola de vendredi, c'est un Hiro à gagner. J'ai envoyé un message à Don't Panic. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Hiro et j'ai envie de le faire gagner cette semaine. Est-ce que vous m'autorisez à ça? On n'avait rien. En fait, dans les tombolas, on associe plutôt aux éditeurs qui prennent de la publicité sur la chaîne. Ah, c'est un bénéfice pour l'éditeur, on vous prenez de la publicité, nous on vous soutient et en plus on vous met à l'avant sur la tombola. Ça a beaucoup d'impact la tombola parce que les gens suivent avec intérêt, forcément, on le voit. Hein. Tous les matins on a des commentaires, c'est quoi la tombola, quel est le jeu. Ça a de l'impact en termes de communication, c'est évident. Et c'est rare qu'on mette des jeux sans raison. Mais là, on n'avait pas de lot cette semaine et j'avais envie de vous faire gagner ça parce que ça fait partie de ces jeux qui n'auront pas trop de visibilité et j'avais envie de vous le faire gagner. Et du coup, j'ai aussi envie de m'éterniser pour que vous ayez envie, vous aussi, de craquer sur ce jeu-là. L'envie d'avoir envie. Hiro, c'est quoi? C'est un jeu assez simple puisque tout est indiqué ici. Mais l'idée du jeu, c'est qu'on a toujours une main de 5 cartes, mais au début de chaque tour, déjà, on va pouvoir se débarrasser d'autant de cartes qu'on veut pour remonter sa main à 5. Donc c'est un jeu dans lequel on va aller chercher des cartes. Et cette carte, ensuite, on va pouvoir la recruter, la poser dans sa grille. On voit qu'il y a un coup, mais on a le choix à chaque tour, donc on ne va pas aller tous au même rythme, soit d'en poser juste une et on paye 1 de moins, soit de rien poser et on gagne 2 sous, soit d'en poser 2, mais à ce moment-là, on paye full price. Quand on pose d'autres cartes dans une grille de 3x3, on va aussi essayer de faire des rangées qui possèdent soit la même classe, soit le même métier. Parce que si on fait une rangée de 3 jaunes, je gagnerai ce bonus-là. Il y a des points de victoire, je rappelle que c'est une course de points. Et ensuite, c'est là où on arrive dans le cœur de Paper Tales, il y a une manche où on va regarder l'attaque. Et l'attaque, on va ne pouvoir regarder que la carte la plus haute de chaque colonne. Et pourquoi on voudrait la plus grosse attaque? Parce qu'il y a des points à gagner à chaque manche. Et ensuite, il y a des phases que je vous épargne, qui sont des... Parce que sinon, Martin va dire « Rachel, t'es trop bavarde ». Il va y avoir une phase de production, une phase de revenu, une phase de points de victoire.
mais chaque fois la manche est rappelée par l'iconographie sur les cartes, savoir si vous mettez un moteur de magie en marche qui vous fait gagner de la magie à chaque manche, mais à un moment donné vous aurez une carte à attaque, à condition qu'elle soit en haut, qui dit tu gagnes plus 1 d'attaque par point de magie que tu aurais. Et donc c'est vraiment, c'est une course, ça a été très prenant, les cartes existent en plusieurs exemplaires, donc on comprend très vite de quelle carte il faut se débarrasser pour aller créer quel combo. J'attendais depuis le début de l'année le jeu qui me donnait envie de le poncer de manière naturelle. Et ben, j'ai décidé, c'est Hero. Ah oui. Voilà. Je crois que c'était Château-Rossignol à un moment, tu m'avais dit. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon? Non, non, pas sur Ah, pas Château-Rossignol. Château-Rossignol, c'est sur le jeu. Attends-moi si tu peux là. Comment il s'appelle? Ouais, Red Notice, mais Red pour le Notice. moment, il n'y a pas eu cette appétence. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup, ça crée de l'émotion, mais c'est pas, j'ai pas envie d'aller le Ouais. creuser pour Mais vivre des trucs différents. à chaque fois. Fais-y-moi jouer. Je mettrai Fais l'ambiance jouer, et Hiro. tout. Un culte savant nous demande d'ailleurs, petite question, on gagne le bonus de couleur que de la carte qui complète la couleur ou toute la ligne? En fait, c'est là où c'est vachement bien fait le jeu, tu te poses pas la question, c'est le même bonus pour tous les jaunes, donc c'est qu'une fois. Si tu mets 3 jaunes, je gagne une fois ce bonus de 5 points de victoire. La mécanique me donne envie pas trop, les illustrations, nous dit Tichondrius. Je suis peut-être assez d'accord. Ouais, moi non plus. Ouais, C'est un peu effectivement. type, en même temps, type Dragon Ball. C'est très dans le panique, hein. Ils font ce type de jeu aussi ils ont leur public et un univers particulier. Assez sympa la version BGA, nous dit Mister Quantum V. C'est pas la suite, c'est pas Hiro des Puta sur BGA. Oui, effectivement, c'est une réédition d'un jeu qui n'était pas sorti en France, dont j'ai pas retenu le nom, mais on n'avait pas eu de version française. Je sais pas si la version originale sur BGA. Et oui, pour répondre à Kalou, ça se joue très bien à 2, puisque c'est dans cette configuration que je l'ai joué, puisque c'est une course. Animal Rescue Team. Tu peux enlever la vue du dessus. Finis tes phrases, je te donne des ordres. Ah bah il faut, hein, de Plus toute rien façon. ne va. Tout va. Animal Rescue Team. Donc ça, c'est un jeu, c'est Fantasy Game qui nous le propose en version Oui, française. c'est ça. Et c'est C'est Matt Play Leacock, to mais- Z en mais version pas que. originale. Matt Leacock, forcément on le connaît, l'un des experts du jeu coopératif. S'agit-il d'un jeu coopératif dans lequel on sauverait des animaux? C'est tout à fait ça, Ah, Martin. Et ça oui. reprend un peu, j'allais dire, l'essence de ce que j'appelle les jeux pandémiques-like. On essaye d'optimiser nos points d'action pour remplir des missions qui sont d'aller sauver des animaux coincés dans les arbres, de l'inondation, des incendies, etc. Mais avec un truc qui a fait beaucoup rire les gens qui l'ont joué au chalet. Moi, j'ai toujours pas joué. Shame on me. On utilise des véhicules dans lesquels on va placer ces petits animaux, de la symétrie en fonction du métier qu'on a. On nous demande comment on fait pour participer à la tombola, parce que ça a motivé des gens pour découvrir ce jeu. C'est une façon vraiment indolore de pouvoir y jouer, de le gagner sur notre tombola. Il y a de la place en plus. C'est simple. Tu vois qu'on propose des votes tous les matins sur nos émissions. On vous propose de participer. Le module de vote sert à ça. Vous vous connectez sur umdj.fr, vous créez un compte, vous votez pour les différents jeux qu'on vous présente, et on en a présenté plein ce matin. À chaque fois, vous gagnez une patate, c'est notre monnaie virtuelle d'un monde de jeu. C'est pas de l'argent, c'est des patates, et vous pouvez les dépenser dans notre boutique en achetant des tickets de tombola. Ça coûte combien? 20 patates? Je crois que c'est 20 patates un Ouais. ticket. Donc 20 votes, hop, j'ai le droit à un ticket. Je refais 20, pouf, un nouveau un ticket. Ouais, Et aujourd'hui, ça c'est va. presque 2 tickets aujourd'hui. Ouais, donc franchement, c'est pas très très complexe. Et vous participez après au tirage au sort automatiquement. Dès que vous prenez un ticket, il est pris en compte pour le tirage au sort du vendredi suivant, quand il y a une tombola. Voilà, hop, et justement, vous pouvez voter pour Animal Rescue Team, ça va s'afficher en bas de l'écran, regardez, il est là, hop, vous pouvez aller sur l'application pour pouvoir voter pour ce jeu également, nous indiquer si c'est un jeu que vous attendez ou pas du tout. Le système est toujours le même, et ça fonctionne bien, ça nous donne plein d'indications. On réfléchit en plus à rajouter des choses un petit peu originales dans notre façon de faire. On s'était posé la question de faire des tickets de tombola surprise, avec un effet waouh, ce ticket vous donne des trucs en plus quand tu le grattes, bon, il se passe un truc avec. Ça va être de plus en plus drôle. Pyramire. J'ai pas encore joué à Pyramire. On y a joué ou pas? Non, j'ai pas joué. Et je me suis rendu compte sur des stories que c'était présent à Ludiverse. Ah mince, c'est Emilia Ronde-Liluc qu'on a reçu au chalet, qu'on a eu la chance de recevoir, et qui signe ce jeu avec Alexandro Hugui. On l'a reçu pour Tribuo, parce qu'il travaille chez Tribuo. Et ils nous ont présenté les jeux Tribuo, ils nous ont parlé de celui-ci, mais c'était trop tôt encore pour le présenter.
il fonde sa propre maison d'édition, il se distribue chez Tribuo, il fonde sa propre maison d'édition pour éditer son jeu. On aime bien aussi ces histoires-là. On est curieux forcément de le mettre en avant. Et alors je réfléchis parce que j'oublie les choses au fur et à mesure. Je ne crois pas y avoir joué pour l'instant. Moi, j'ai pas joué et j'ai vu qu'il était à Ludiverse et je m'en veux terriblement de ne pas l'avoir joué. Et on a envie de vous en parler et de le mettre en avant. C'est un jeu qui joue, et effectivement, Big Mich nous le rappelle, on les a reçus au Fige et ils sont venus en parler. Et c'est un jeu qui m'intrigue depuis que on avait parlé de la création de cette maison d'édition, puisque c'est un jeu qui va utiliser la perspective. Ce petit plateau commun, là, cette grille de 3x3, sur lequel il y a des pyramides et des ressources qu'on va pouvoir manipuler. Il faut savoir qu'au début de chaque tour, vous allez pouvoir tourner une pyramide d'un quart de tour pour gagner toutes les ressources qui vous font face. Donc dans ce jeu de gestion de ressources et j'essaye de poser des cartes, on va essayer d'optimiser ça au mieux en fonction de ce que je pense qu'il va faire l'autre, etc., etc. Et ces ressources qu'on va marquer sur notre plateau avec des échelles, elles vont nous servir à poser des cartes qui vont représenter des déités égyptiennes, vous vous en doutez. Vu le titre du jeu, il faut savoir que ces déités, quand vous les avez posées, elles vous offrent un pouvoir de géométrie en fonction de ce qu'on voit sur les pyramides, parce que ces pyramides ne servent pas juste à récupérer des ressources au début de chaque tour. Enfin, après cette pose de carte, je peux en déplacer une pour pouvoir taper, activer les pouvoirs géométriques de mes déités et gagner ce qui est indiqué dessus dans cette idée de course au point, de gestion de ressources. Et j'ai vraiment très envie d'y jouer parce que les règles elles sont très très pures. Moi aussi, c'est le genre de jeu qui peut me plaire. Ludinat n'a pas trop accroché à Ludiverse, nous dit-elle. Je n'ai pas croisé Ludinat et Ludiverse. Atrustot nous dit que lui, il a bien apprécié, avec un nom pareil aussi. C'est moi qui s'y retrouve. Voilà, donc des avis partagés. Moi, j'ai vraiment hâte parce que il y a des types de jeux où je suis très bon client, tu sais. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais à la limite, je m'en fous. Moi, c'est mon avis personnel qui compte, mon plaisir personnel qui compte à chaque fois. Et sur celui-là, je me dis, c'est peut-être ma catégorie de jeu, ça. Et on termine avec Tembo, Survivre dans la savane. Ça, c'est chez Lucky Duck Games. Que ça sort. C'est le troisième d'une trilogie de l'éditeur original, mais c'est que le deuxième chez Lucky Duck. J'ai oublié le nom du premier, mais c'était dans les poissons. Jeux qui sont adaptés, donc de seul, puisqu'ils ont annoncé arrêter les localisations. Tout à fait. C'est encore une localisation chez Lucky Duck Games. Un jeu dans lequel il y avait eu sur la jungle, il me semble. C'était Hutan. La jungle indonésienne. Et là, on part dans la savane africaine, mais pas du tout avec la mécanique de jeu. C'est plus, c'est les auteurs, le point commun de cette trilogie, puisque j'ai oublié le nom du premier, et l'illustrateur. Donc c'est vraiment, c'est pas le même film, c'est pas le même jeu. Puisque là, on va être sur un jeu coopératif où même s'il n'y a pas des polyomino, moi je vais vous le décrire comme une sensation de pose de polyomino. Je ne rappelais pas d'Aqua. Aqua, c'est ça, je savais que c'était dans l'eau. Mais il n'était pas sorti chez le Lucky Duck le premier. Et donc dans Tembo, on va essayer d'amener des éléphants, de se faire traverser cette horde d'éléphants sur la savane en fonction des scénarios, toujours la difficulté ajustable comme dans tout bon jeu coopératif. Et à votre tour, c'est simple. Soit vous allez poser votre carte sur un des emplacements du plateau et ça va créer des emplacements sur lesquels les éléphants vont pouvoir se déplacer. Soit vous allez défausser votre carte et l'orientation aura son importance pour placer et déplacer des éléphants qui est cette sensation de déplacement. On a d'autres photos que le dos de la boîte. Pardon, oui. Non, c'est moi qui demande parce que voilà. Tu vois, chaque tuile du plateau, elle est constituée de 4 emplacements où on va pouvoir poser des cartes. Je me dis que les gens, comme ça, ils comprennent mieux. On n'est pas obligé de créer le chemin, finalement, commun dans l'ordre. Je peux poser une carte très tardive en me disant « Ah, ça va faire un chemin qui va utiliser moins de petites empreintes » où je défausse ma carte pour elle n'a pas poser des éléphants. Elle a beaucoup apprécié sa partie de Tembo. Oui. Lilian a joué sur BGA. Ah ben voilà, jouez-y sur BGA. Et tu sais que j'arrête pas de menacer Guillaume de « Oh, on n'a jamais joué ensemble !» Et je me suis rendu compte quand j'ai traité la sortie de ce jeu-là que j'ai joué avec Guillaume à Tembo il y a 2 ans à Cannes. Guillaume Chifouni. Je croyais que j'avais jamais joué avec lui, mais si, j'ai joué une fois avec lui, c'était à Tembo. D'accord. Il était déjà chez Lucky Duck il y a 2 ans ? Oui. Ah, ça fait déjà 2 ans. Voilà, pour ce dernier jeu de cette session de sortie, grosse semaine de sortie. Alors, on va se remettre. Je suis désolé d'aller très très vite. Non, bon, c'est très bien. Ça donne des informations. Après, si on veut pas d'informations, c'est sûr que... Si vous voulez plus d'informations, faites comme moi, allez lire les règles du jeu. Donc, plein de jeux qui sortent. Et c'est vrai que nous, on a des envies, là, autour de la table.
Il y a des jeux qui nous attirent plus que d'autres, forcément. Les ruines perdues de Narak. Moi, j'ai très envie que j'ai très envie de jouer à cette extension également. Agricola, ça serait la fête de faire un format dessus. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce que vraiment, clairement, on manque un peu de temps. Est-ce qu'on a envie de planter des fleurs? Toujours. Oui, mais moi, ça, j'ai prévu de le faire. Tu sais que j'ai acheté mon exemplaire pour vous laisser le vôtre. Ah oui. By Murder Mystery. J'ai très envie de le faire aussi. Je suis très cliente. On entre en pleine phase de sélection de l'équipe pour pouvoir y jouer. Collecte. Après, c'est plus que la sélection de l'équipe, c'est aussi la sélection du temps. À Oui. quel moment on fait ça? Il faut se forcer un peu. Le trouver soir, des occasions. un soir avec des invités. Oui, c'est Aline qui décide. C'est là, clairement, si elle a envie. Parce que des fois, on a beaucoup de monde pendant la semaine. Oui. C'est vrai qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire un jeu, on aurait envie d'organiser une soirée, mais on n'a pas envie en ce moment. Oui. On se dit là, nos soirées, elles sont précieuses, on a plutôt ce besoin aussi de se retrouver en famille et de ne pas faire forcément du jeu tous les soirs. Donc, c'est aussi des périodes plus creuses. Peut-être que c'est pour l'été. Ce genre de choses sera plus adapté. Alors, quand on fait des reviews, on aime bien être au courant au moment de la sortie des jeux, donc il faut trouver un équilibre par rapport à tout ça. Donc voilà, évidemment le 10 First, faudra qu'on y joue. On l'a le 10 First? Non, je crois pas qu'on ait le 10 First. Non, je sais pas, je crois. Non, on n'a pas le 10 First. Collect, moi je le conseille. Ça fait trop, hein. Les gens ils choisissent peut-être un jeu par semaine, c'est difficile d'en faire beaucoup plus que ça. Le gain éclair, c'était oui ou non? C'est du Warto, c'est pas trop pour moi. C'est malin, hein, mais c'est trop en règle. En fait, ça fait partie de ces jeux. Mais c'est Rachel, la joueuse, qui parle. Hein. Je suis pas du tout en train de faire une critique du jeu. Ça s'adresse très certainement à d'autres personnes. En fait, si j'y reviens alors que j'ai déjà joué, je vais avoir oublié la moitié des règles et des petits points un peu touchy des règles. Et j'ai un peu de mal avec ça. Moose Cheese Games qui nous dit je vais vous envoyer une boîte. Non mais c'est pas obligé en fait. Hein, nous naturellement on a tellement d'embarras du choix et de difficultés à jouer que des fois le fait d'avoir la boîte ça nous simplifie les choses, mais on a le droit de s'acheter des boîtes aussi également. Hero, du coup on l'a et on va y jouer et on a hâte. J'ai hâte évidemment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi parce que on a Animal Rescue Team que j'ai pas joué. Et de toute façon les jeux qu'on a on va y jouer. Oui. Ça c'est certain. Des fois on n'a pas anticipé, on est un peu déçu parce qu'il faudrait que par rapport à nous-mêmes, c'est plus simple de parler d'un jeu quand on y a joué directement. Le coupable et carnivore, il va tourner aussi. Non mais c'est horrible. Je sais pas comment vous faites. J'ai pas pris toutes les boîtes qu'on avait, parce qu'on en a plus que ça. Plein de choses. On a accès à plein de choses. J'essaye de jouer à tout, mais là, cette semaine, même les jeux qu'on avait, il y a certains, j'ai pas pu. Oui, je voulais rejouer à Tambo, mais ce week-end, on était un peu pris. J'aurais pu y rejouer à Ludiverse. Voilà. Pour les jeux qu'on vous a présentés ce matin, on va regarder les votes, tout simplement. On va jeter un petit coup d'œil sur les jeux. Alors, si Hero est en tête, tu sais, c'est que grâce à toi, parce que je pense que les gens ne le connaissaient pas nécessairement avant, et que ça sera vraiment l'effet Rachel. Allons voir ça directement. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir en tête? Les extensions qui prennent souvent. Oui, parce que les gens connaissent le jeu, donc c'est pas impossible qu'il y ait du Agricola et du Narak en tête, alors que c'était pas forcément. Et du Knar. Alors que c'est pas une information si riche que ça de savoir que ces jeux-là sont toujours appréciés. Très vite, avant qu'il affiche les votes, allez voter pour Hero dans le chat. Oh là là, mais tu manipules les gens. C'est trop de la triche. Je devrais faire de la politique peut-être. Hop, on se connecte sur le site. Hop, voilà. Au passage, on met une petite note discrètement avant que Rachel regarde. Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai rien fait. Il a mis un 0 à Hero? Non, il n'y est pas encore passé. Pas du tout, non. J'espère que c'est pas Agricola et Narak en tête, parce que ça serait vraiment... c'est Hero qui est en tête? Oui. Mais t'es trop forte. Devant, le coupable est carnivore. Agricola arrive en 3e position, malgré mon vote ultime. Pyramide en 4e position, c'est une bonne nouvelle. Et Narak en 5e position actuellement. Mais peut-être que les choses vont changer. Tu feras un récap de ces votes-là dans la matinale avec Pénélope? Probablement, point d'interrogation. Je ferai un récap de quoi? De voir si les votes ont évolué. À un moment donné, tu le faisais dans l'émission avec Pénélope. Oui, à un moment on le faisait, puis on a changé. En fait, c'est quand l'émission de Pénélope était la seule qui était rediffusée sur la chaîne principale. Okay. Maintenant qu'elles sont les 5, on estime qu'on les met les 5 sur le même niveau, donc il n'y a pas de récapitulation des autres formats dans cette émission-là. Et bien voilà pour cette longue matinale, on a fait les 2 heures, c'est bien. On se doutait que ce serait un peu plus long parce que... Promis, j'essaie d'aller vite. Non, mais il a manqué celle d'hier, c'est surtout ça. C'est pas du tout lié à toi. Tembo, je l'ai. Et I Blame the Meeple, c'était Lionel 0825 qui a changé de pseudo, nous dit-il. On retiendra.
On sait que c'est toi, ok. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, nous serons avec l'équipe de Space Cowboy. Oui, Une partie de l'équipe de Space Cowboy pour vous parler notamment d'Unlock avec un reveal. Un gros reveal. Un reveal sur la suite d'Unlock. Donc venez dans l'émission de demain. On a hâte de découvrir ce dont il s'agit exactement, quelles seront les prochaines actualités sur ce jeu qui est un must-have. Ouais, best-seller. Je me suis rendu compte que j'avais fait toutes les grosses boîtes, parce que j'ai préparé. Alors, Moi j'ai du retard, j'ai un peu de retard. Je suis en retard sur les shorts. En plus c'est la saison. Donc voilà, ça c'est pour demain. Fin de semaine, on l'a dit, on sera avec la boîte de jeu. Et puis j'ai pas rediffusé la vidéo avec Pénélope de jeudi dernier. J'étais pas bien, malade ces derniers temps et pas là ce week-end et j'ai pas eu le temps de la rediffuser. Donc qu'est-ce que je fais? Je la rediffuse quand même ou c'est la semaine dernière, ça n'a plus de sens? Ça dépend. Non, elle est disponible sur Twitch, quoi qu'il arrive de toute façon, mais il y a une question de sens et de gestion de notre propre temps libre aussi qui rentre en compte là-dessus. Suspense. Oui, je veux la voir, parce que Lilian, tu regardes que en replay, toi? Bah non, tu es présente souvent en matinale. Peut-être qu'elle n'était pas là jeudi, qu'elle veut voir cette émission avec le timecode. Ouais. La possibilité de regarder en accéléré et de mettre des petits commentaires. Bah non, dit Aline. Je verrai en fonction de mon temps disponible. Parce qu'après, le jeudi, je bosse. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, on verra. Ça sera, si je la rediffuse, ça sera une vignette très simple. Et ça fera forcément beaucoup moins de vues que d'habitude, mais c'est comme ça, c'est la vie. Fin de cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée et rendez-vous demain. Ciao.